Bonjour, bonjour à tous, salut, salut. Vous êtes déjà nombreux ce matin, de bon matin. Ah, d'un côté, j'ai démarré plus tard. J'espère que vous allez bien. Salut Valarocard, salut Maëlix, salut Carto, salut One Bugman, salut Imae, salut Aquarium. Merci d'être tous là. Désolé, j'ai un peu la tête à l'envers, mais c'est classique le lundi matin. C'est juste que chaque lundi, je me dis pourquoi j'ai eu cette drôle d'idée de faire cette émission le lundi matin à 10 h, alors qu'en fait, c'est littéralement pour ça que je l'ai faite le lundi matin à 10 h. Parce que justement, c'est dur et que ça me force à me lever. Je suis très content que vous soyez là. J'essaie de régler un peu le son en même temps, que ce soit pas trop fort pour vous, mais c'est encore un peu fort pour vous, j'ai l'impression, la musique. Voilà. Voilà, voilà. Oh là là, mes amis, mes aïeux, pas facile tous les jours, hein. En plus, on a une sacrée actu. En fait, non, même pas. C'est-à-dire que c'est. Habituellement, j'arrive facilement à trouver des articles qui m'intéressent. Et là, en fait, j'en ai pas mal sué. D'ailleurs, là, il y a encore quelques minutes, je continue. Vous avez sans doute vu via le. Dans l'écran d'attente, vous m'avez sans doute vu parcourir des trucs. Parce que je me dis, mais c'est pas possible, j'ai vraiment pas grand-chose. Donc, ouais, pas forcément évident de trouver des trucs intéressants à dire ce matin. D'un côté, c'est logique, on arrive dans l'été, et l'été, ça se calme un peu hein, sur les actus aussi. Donc, voilà, on a eu des actus un peu en pointillé sur plein d'aspects. Euh, et puis surtout, il y a des sujets que je trouve relativement bien traités par ailleurs, donc j'en parle pas trop. Mais en vrai, je sais pas si c'est pertinent, mais. Je me suis par exemple tâté à vous parler du fait que Google enfin, supprimait désormais les données qui sont liées aux cliniques d'avortement aux États-Unis. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on en a entendu parler partout et par des gens qui en parlaient beaucoup mieux que moi. Donc je me suis permis de ne pas le mettre dans mon tour de l'actu. Mais voilà, vous verrez, de toute façon, on va se déperder, on va trouver des trucs intéressants à dire. T'en avais pas entendu parler. Bon, bah, ceci dit, ça montre peut-être qu'il fallait que je le rajoute. Mais on va le voir, je pense, à un moment. Mais, euh, mais ouais, plein de choses en tout cas que j'ai quand même réussi à glaner de ci, de là. Mais ça va être chouette. Je suis content de vous voir de bon matin. Euh, drôle de semaine, ces 2 dernières semaines qu'on a eues là, avec l'actu aux États-Unis. Alors en France, ça a été assez calme, mais aux États-Unis, ça a beaucoup bougé quand même, hein. Salut Mopral, salut à tous. Et donc on écoute en fond la. Bon, évidemment, vous l'avez pas en replay, mais on écoute la BO de. Très bonne BO, disait One Bugman. La BO de Super Meat Boy, évidemment. La BO originale. Il y a eu un bail de licensing, bref. Ouais, Super Meat Boy, un excellent jeu. Si je fais un peu de gaming à un moment, ce qui arrivera sans doute à un moment, je ferai un peu de Super Meat Boy un jour parce que c'est vraiment un jeu qui est très agréable et en même temps qui prend bien, on va dire. Donc c'est assez chouette. Oui, alors la BO originale, c'est un peu bizarre. C'est la bande originale originale. C'est la bande super originale. Enfin, la bande originale initiale du jeu. C'est la BOI, la Boy, la bande originale initiale, puisque dans les ressorties du jeu, pour des raisons du fait que ce jeu a dû être, je sais plus, il y a une licence qui a été rachetée ou je sais plus quoi, c'est plus la même bande originale. Et c'est une autre bande originale qui a été refaite par d'autres gens, qui est pas mal, mais qui est pas l'original. Donc, voilà. Super Meat Boy, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On va commencer avec des news très très fun, mes amis. Très très fun, puisqu'il faut que je vous parle de Next Impact. Alors, vous le savez sans doute, mais je suis grand friand de Next Impact pour des actus en français. Et aussi pour le fait qu'ils arrivent à avoir une bonne granularité entre parler des trucs, mais pas forcément faire tout un plat si ça vaut pas le coup. Et il se trouve que, et c'est ainsi que je vais démarrer tout ça pour vous dire comme ça on va démarrer dans la bonne humeur. Next Impact est en réel danger de mort.
Donc vous savez, Next Impact, c'est là depuis 22 ans, on va en parler, on va lire l'article. Mais Next Impact va pas très bien, comme une grosse partie de la presse indépendante. Et qui dit revue de presse dit presse, donc s'il n'y a pas de presse, ben, il n'y a pas de revue de presse. Donc quand même, vous savez que vous pouvez sub à la chaîne et vous êtes toujours les bienvenus à me filer quelques euros via Amazon. Et n'oubliez pas que si vous avez un Amazon Prime, c'est gratuit parce que vous le payez déjà, donc n'hésitez pas à cliquer votre Prime. Il reste que moi, je ne fais que lire des articles qui existent déjà. Et typiquement, je lis pas mal d'articles, notamment de Next Impact. Et Next Impact va mal. Donner des sioux à l'arc. Non, outre la vanne, vraiment, ouais, c'est triste parce que c'est vraiment un truc très important. Enfin, c'est vraiment une, ouais, c'est vraiment trop gros. C'est vraiment un site très important en France. C'est l'un des rares qui fait de la veille vraiment complète sur l'actualité, notamment juridique, et au Florc. Et c'est très triste parce que justement, ils sont en danger de mort. Et on va lire ça. Ça nous mettra dans une bonne ambiance. Non, mais c'est important d'expliquer un peu ce qui s'est passé, d'expliquer pourquoi la presse tech en chie un peu. Et je trouve que leur article pour en parler résume bien, quoi. Donc on va démarrer par ça. Et puis j'en reparlerai à la fin pour rappeler aux gens, parce que je sais qu'il y a toujours un peu plus de monde à la fin, etc. Que l'abonnement à Next Impact, c'est vraiment pas très cher et ça fait vraiment une grosse différence. Donc, voilà. Next Impact est en réel danger de mort. Avec toujours leur sous-titre, donc là c'est la sentence. Donc par Christophe No, qui est le PDG et fondateur de Next Impact. La presse indépendante vit une crise sans précédent. Malheureusement, Next Impact ne fait pas exception. Nous vivons peut-être les derniers instants de notre journal après 22 ans de riches aventures et de passion. Oui, 22 ans. Next Impact est en effet dans une situation financière très difficile. Maintenir à flot un média indépendant devient de plus en plus difficile et nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Nous avons vécu de multiples galères par le passé auxquelles nous avons pu faire face jusqu'à aujourd'hui. Indépendance et éthique, le cher prix à payer. En 2004, Prix du Net a bénéficié d'un référencement croissant de la part de Google, rapportant jusqu'à 60 000 euros par mois. Prix du Net, c'était un site de bon plan, on va dire. C'est à partir de là que l'équipe a commencé à grossir. Nous avons ensuite subi un déréférencement partiel de Prix du Net en 2008, puis total l'année suivante. Cette perte soudaine nous a conduit à 2 vagues de licenciements successives et une dette. Dépendant alors financièrement du référencement de Google, nous avions décidé de mettre en place les abonnements premium en 2009, réclamés par notre communauté depuis longtemps, pour dépendre davantage de nos lecteurs, avec comme but ultime de s'en remettre uniquement à eux. En 2012, la publicité rapportait un revenu très confortable à PC Impact à l'époque, parce que c'était PC Impact à l'époque. Mais les pratiques croissantes de tracking et d'affichage très gênants, interstitiels, flash transparents, vidéo autoplay, nous ont poussés à refuser de plus en plus de campagnes. Nous ne pouvions accepter que nos lecteurs soient ainsi pistés et gênés sur nos campagnes toujours vendues moins cher et qui demandaient toujours plus de pages vues coûte que coûte. Petit instant, je vais baisser un peu le son parce que ça me perturbe. Depuis plus de 10 ans, nous avons arrêté de travailler avec des régies externes car elles imposent des multipistages et des formats que nous considérons comme irrespectueux. Le pistage ne se fait d'ailleurs pas qu'au travers de la publicité. Il parle de Google Analytics. À la même époque, les bons plans sont devenus une nouvelle source de revenus pour notre société grâce à un partenariat avec Acheter Facile. Quand ce dernier a cessé d'exister en 2017, les revenus ont aussi chuté. Nous avions lancé notre comparateur, tous les forfaits, début 2012, qui a eu un succès inattendu, durant plusieurs années grâce une fois de plus au référencement, nous permettant de recruter de nouveaux journalistes. Il y a près de 3 ans, le comparateur a lui aussi été déréférencé, nous obligeant à prendre des décisions importantes comme la mise en place de l'accès premium sur tous nos contenus d'investigation et le non-remplacement des départs de certains journalistes. L'année dernière, nous avons vendu tous les forfaits, ce qui nous a permis de continuer notre aventure, mais pendant un temps seulement. Vous l'aurez compris, dans l'état actuel des choses, les revenus de la publicité ne seront jamais majoritaires de notre chiffre d'affaires. Et le référencement Google sur Next Impact ne pourra jamais faire partie de notre stratégie de développement sur le long terme. Cela nous forcerait à écrire pour Google
en multipliant les articles putaclic et ou sur les tendances du moment afin de gagner des points sociaux. Ce n'est pas l'essence de Next Impact qui se concentre sur les dossiers et des articles de fond. En 2016, nous avons lancé la presse libre, afin de réunir des acteurs indépendants autour d'un projet commun et permettre aux acteurs de s'abonner à moindre coût à plusieurs médias. Son développement a néanmoins eu un coût humain trop important pour Next Impact qui a géré seul ce projet. Le maintenir et le mettre à jour est impossible pour nous, nous avons donc décidé de l'arrêter. Les abonnés concernés ont été informés, je tiens à remercier et féliciter notre équipe de développeurs pour leur travail et leur patience. En 2017, Impact Media Group, donc le petit groupe qui s'est formé autour de Next Impact, a aussi proposé son savoir-faire technique aux autres éditeurs de presse. Mais force est de constater que les mentalités sont dures à changer. En gros, tout le monde s'en branle. Nous avons depuis fermé UnitSense, qui était donc la partie de Next Impact qui était chargée de faire du technique. Notre situation financière aujourd'hui. La grande majorité des dépenses de Next Impact se trouve dans les salaires. 32 000 euros charges comprises. Merci négatif pour ton follow. 32 000 euros charges comprises sont nécessaires chaque mois pour rémunérer 7 personnes et des pigistes. Sans oublier notre floc national, qui est celui qui fait des dessins pour Next Impact. Ajoutons à cela 4 000 euros de frais de fonctionnement, comptabilité, domiciliation, frais postaux, etc. Enfin, nous devons rembourser une dette de près de 6 000 euros chaque mois. Pierre Alain nous a fait part de son choix de quitter Next Impact, donc Pierre Alain c'est le développeur historique, le 30 septembre pour voguer sur d'autres projets, laissant le flambeau à Benjamin. Cela nous permettra de diminuer nos dépenses de 6 000 euros par mois. Nos comptes simplifiés sont disponibles ici. Ces dépenses sont malheureusement incompressibles, nous devons donc impérativement augmenter nos revenus. Les abonnements nous rapportent entre 25 000 et 30 000 euros, entre 250 000 et 300 000 euros chaque année, la publicité entre 36 000 et 72 000 euros par an, les donations d'environ 15 000 euros par an. Nous avons eu l'année dernière 3 mécènes ponctuels, ce qui est pas mal, qui ont versé 73 000 euros de donations au total. Et la vente de tous les forfaits a été négociée 40 000 euros, sans compter sur le financement du magazine 3, donc ils font des magazines, des MOOC, en 2021, qui nous a permis de gagner un peu de trésorerie. Cette année, nous n'avons trouvé aucun nouveau mécène, et nous ne disposons pas de revenus supplémentaires, mis à part le magazine 4, qui ne remporte pas un franc succès. Seuls nos lecteurs peuvent décider de la suite. Vous êtes actuellement près de 7 600 abonnés à Next Impact, loin de notre objectif de 15 000 abonnés que nous nous sommes fixés à l'époque. Et nous n'avons pas d'autres revenus conséquents. L'équilibre est donc des plus fragiles, d'autant plus en cette période de crise sanitaire qui complique certains de nos projets, comme le magazine. Nous ne pouvons donc compter que sur nos lecteurs et des mécènes pour que notre aventure perdure en toute indépendance, parce que c'est Next Impact. Tant que vous, lecteurs, nous soutenez et nous lisez, l'équipe se mobilisera avec passion pour vous tenir informés des faits importants dans le numérique, éplucher des documents de centaines de pages, écouter des audiences de plusieurs heures, se déplacer sur le terrain, poser des questions et relancer un nombre incalculable de fois, saisir les autorités compétentes, etc. Si ce n'est plus le cas, l'aventure cessera naturellement. Nous avons très peu de solutions. Nous avons entamé une nouvelle campagne de financement pour le magazine numéro 4. Comme je vous ai dit, ils font des MOOC régulièrement. Donc des MOOC, c'est ces magazines papier un peu spéciaux. En dépassant l'objectif, les revenus supplémentaires permettront de Next Impact de continuer à vivre. D'ailleurs, le financement des 3 premiers magazines nous a permis de survivre davantage. Sans eux, nous ne serions peut-être déjà plus là. Il s'agira très certainement du dernier magazine que nous publierons sous cette forme, car d'une part, il ne serait pas rentable sans financement participatif, ce qui semble lasser une partie de la communauté, et d'autre part, le papier est vendu à des prix exorbitants. Peut-être peut-on réfléchir à un autre format. Nous devons augmenter le nombre d'abonnements qui va de pair avec le nombre de journalistes et donc d'actualités publiées chaque jour. Nous avons besoin d'un élan de solidarité pour faire grimper notre compteur d'abonnés. Vous avez également la possibilité de faire des donations défiscalisées via la plateforme J'aime l'info. Quand on dit défiscalisé, enfin ils le disent après, nous recherchons aussi des mécènes soucieux de la liberté de la presse high-tech. Ils pourront bénéficier d'avantages fiscaux à hauteur de 66% des dons. Next Impact a été conçu dès le départ de manière non lucrative, tout cela dans le respect de nos lecteurs et pour l'objectivité de nos informations. Vers un fonds de dotation ? Nous réfléchissons sur la création d'un fonds de dotation, donnant droit à une défiscalisation d'impôts aux souscripteurs. Le nom que nous avons retenu pour le moment est Impactitude. L'idée serait de céder la majorité de mes parts à ce fonds, qui deviendrait propriétaire de notre journal en ligne. Une occasion de garantir Next Impact de son entière indépendance, média réellement incessible.
Ce groupement de personnes physiques aurait pour mission d'intérêt général d'accomplir le développement financier de Next Impact et de garantir sa totale indépendance. Notre communauté de lecteurs est riche de talents juridiques, numériques, de développement et de management, des compétences qui pourront être très utiles pour notre journal. Donc il y a aussi une notion de transmission. Chaque donateur bénéficierait d'une réduction d'impôt de 66% du montant de ses dons, dans la limite de 20% de son revenu imposable, une défiscalisation qui peut s'étaler sur 5 ans. Un reçu fiscal serait émis pour attester du versement. Nous pourrions organiser des rencontres entre membres pour converser, échanger, partager et récolter des idées, de façon à améliorer Next Impact. Nous sommes en relation avec un avocat spécialisé dans ce type de structure et ce type de structure est suivi par notre cabinet comptable si ce projet se concrétise. Si nous retenions ce projet, la première étape consisterait à récolter vos avis, idées et remarques afin de proposer un projet commun solide en concertation avec nos lecteurs, suivre un travail juridique important dans le but de sécuriser ce fonds de dotation. Jonathan nous dit Yo. Bah d'ailleurs bonjour Jonathan, l'overlay n'est pas à jour pour info. Ah oui, j'ai pas, mais vous m'avez pas dit. C'est le mec qui s'attend systématiquement à ce qu'on lui dise tout. Effectivement, j'ai pas mis à jour, attendez. Un petit instant, la revue de presse Dev et Tech du lundi matin. Applique. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui ont remarqué que l'overlay n'était pas à jour, et donc je code rien du tout ce matin. Enfin, on verra peut-être à la fin, mais c'est pas le but. Et qui nous dit, ils ont pris 300 abonnés depuis ce message. C'est un peu l'équivalent des Amis des Jours. Alors, c'est pas... c'est un peu entre l'Ami des Jours, mais en même temps, c'est aussi un peu dans la démarche qu'a prise plusieurs journaux comme Mediapart ou Arrêt sur Image d'avoir un fonds de dotation. C'est-à-dire, les fondateurs originaux vendent leur part pour justement faire que ce soit vraiment indépendant, quoi. Qu'il n'y ait pas de risque de ce côté-là. Sa mise en place nous permettrait, en cas de succès, de bénéficier de fonds sans dépendre d'une entité qui ne chercherait qu'à produire de la rentabilité à tout prix au détriment du travail journalistique. Ce projet pourra exister que si la communauté souhaite vraiment nous accompagner. Nous devons avoir assez de trésorerie pour se lancer dans une telle aventure. Il sera assez coûteux à mettre en place. En fonction des évolutions et de sa viabilité, je vous donnerai plus de détails sur ce projet. Mais on ne perd pas totalement espoir. Nous croyons à notre ADN et il nous est difficilement concevable de voir Next Impact disparaître avant la fin de l'été. C'est pourtant une possibilité. Nous avons toujours tout tenté pour montrer l'exemple à nos lecteurs. Nous n'avons pas toujours été parfaits, certes, mais tout ce qui a été entrepris sur Next Impact l'a été pour les lecteurs, pour vous offrir la meilleure information possible. Quoi qu'il arrive, nous avons vécu avec notre formidable communauté de grands moments durant ces 22 dernières années, soit la moitié de ma vie pour ma part. Incroyable, hein? Donc Teuf qui fait donc Christophe No, qui a fait cet article, a donc 44 ans, et il a passé la moitié de sa vie dans Next Impact. Donc c'est quand même assez beau. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire si ça vous intéresse? Vous pouvez vous abonner à Next Impact, ça vaut le coup. Donc je vous mets le lien pour vous abonner dans le chat. Sachant que il y a une petite jauge, et vous voyez qu'en vrai, il y a de quoi faire, quoi, en termes d'abonnés avant qu'ils arrivent à leur montant. Surtout que, ouais, c'est pas très cher en plus, c'est 3-4 euros par mois. Alors, pas très cher, je sais que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais bon, si vous êtes développeur, normalement, vous gagnez relativement correctement votre vie, donc un petit abonnement à à Next Impact, ça peut valoir le coup. Et ça peut vraiment faire la différence. Et sinon, vous pouvez faire un don aussi. Je pense que c'est préférable de s'abonner à faire un don, parce que s'abonner, c'est un truc sur le long terme, etc. Mais vous pouvez faire un don via OKPAL. Et ça peut vraiment faire la différence, quoi. Donc n'hésitez pas, sachant qu'en plus, c'est déductible à 66%, comme ils ont dit. Donc ça peut valoir le coup. Voilà. Je voulais vous parler de ça, et notamment aussi parce que ça fait référence à un autre bail. Attendez, j'ai juste copié le lien, évidemment, de l'article si vous voulez le lire. Et moi, je le copie dans mon coin. Hop. Et un autre article que dont je voulais vous parler. Mais je l'ai vu tout à l'heure, mais je l'ai pas gardé. Attendez, faut que je le retrouve. C'était dans le brief. Parce qu'en fait, je me balade dans le brief. Voilà. Ça fait référence aussi à ça. C'est qu'il y a eu un petit bail aussi un peu triste ces derniers temps, et ça coûte moins cher
C'est moins cher, oui, ça dépend encore. Merci pour ton Prime, Dayabé. Merci beaucoup. Ça fait aussi référence à une autre actu. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que c'est de la presse, mais bon, c'est de la presse numérique, enfin tech, puisque les numériques et Gamecult, et Marmiton et Doctissimo, mais c'est moins dans notre sphère d'intérêt, a été racheté par Reworld Media. Et comment dire, Reworld Media, c'est un peu compliqué. Donc là, on va lire la brève qui va avec. L'accord signé avec le groupe TF1 porte sur l'acquisition des actifs médias et des activités digitales du pôle Publishers de Unify déployé en France et en Angleterre. L'accord porte sur 12 marques digitales, je déteste l'utilisation de digital pour numérique, vous le savez, dont certaines figurent parmi les plus emblématiques en France, Au Féminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, quand même un site qui est quand même là depuis très longtemps sur les notions de plutôt de hardware pour le coup, mais quand même. Minute Buzz, Fresh, Juste Mieux, Héros, Super Bon, Parole de Maman, Gamecult, là aussi un site très important et indépendant sur ces sujets, donc moi ça me rend fou, et Beauté Test. Ce projet d'acquisition concerne également les activités de production audiovisuelle regroupées sous la marque Garage, les activités sociales et influences de StudioFi, ainsi que la régie publicitaire Unify Advertising. Selon Reworld Media, cette acquisition porterait à 36 millions de visiteurs uniques mensuels selon Médiamétrie. Cette opération est soumise aux habituelles conditions suspensives des autorités compétentes. Le montant de la transaction n'est pas précisé. Pour rappel, en 2019, Arrêt sur Image avait enquêté sur cette société que nos confrères avaient à l'époque qualifiée de cauchemar de l'avenir du journalisme. C'est un véritable enfer. À tout Jonathan. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que quand Next Impact dit que c'est important de pouvoir se protéger de rachats, etc., bah c'est pas pour rien, quoi. Parce que typiquement, Gamecult, qui avait été racheté par TF1, qui avait même déménagé dans les locaux de TF1 il n'y a pas si longtemps, finalement, le lendemain de leur déménagement, a appris qu'il se faisait racheter par un groupe de médias qui est quand même pas ouf, quoi. Reworld Media, c'est quand même un peu... Enfin, pas ouf, c'est un bel euphémisme, c'est un enfer, apparemment, pour les journalistes. Donc voilà, donc c'est vraiment pas foufou. Voilà, voilà. Assez tristoun, tout ça. On va parler un peu tech. Parce que bon, c'était tech, parce que sur le principe, mais j'ai envie de parler aussi un peu de tech. Entre ça, Les Jours et Canard. Alors oui, je vous en ai pas parlé, mais également cri d'alarme chez lesjours.fr et cri d'alarme chez Canard PC. Il y a même chez Rue 89 Strasbourg. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sites indépendants qui en chient en ce moment. Donc voilà, soutenez la presse que vous aimez, évidemment. On va faire un petit tour à nouveau chez Rust. On était passé du côté des nouveautés Rust il y a un petit moment. En fait, vu que ça fait maintenant 6 semaines que je fais lundi.dev, forcément, à nouveau, on a ça. Alors évidemment, là, cette fois-ci, j'utilise la traduction automatique de Google Translate parce qu'à l'époque, je faisais des traductions à la main et puis apparemment, j'en fais plus. Mais ça ne nous empêche pas de découvrir. Et alors, il y a quelques nouveautés intéressantes dans la nouvelle version de Rust. Alors, comme vous savez, moi, je m'intéresse à Rust même si je suis pas très bon là-dedans. Mais c'est intéressant de voir les nouveautés. Et s'il y a certains changelogs d'ailleurs qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler toute la semaine sur Twitter en m'envoyant un tweet @signé pour que j'en parle. Là pour le coup j'avais vu Rust parce que ça remonte régulièrement dans mes flux. Et puis que c'est un langage qui itère très régulièrement, donc du coup on a souvent des nouveautés. Avec notamment maintenant un cargo add. De la manière qu'il y avait npm add, npm install qui rajoutait des éléments, maintenant on a cargo add qui ajoute la dernière version d'une cagette. Donc une cagette, c'est une crate évidemment. Directement sur ça. C'est le terme français officiel, on peut arrêter de dire Rust. Alors fun fact, rouille, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle rouille, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à créer des paquets, donc des crates, avec des mots français, et ça m'étonnerait pas que rouille soit aussi un truc, quoi. Donc ouais, on peut faire maintenant cargo add avec le nom d'une crate, d'une cagette, et bam, ce qui est assez classe. Et un autre truc qui est cool, c'est que il y a un trait qui existe, qui s'appelle default,
Euh, D'ailleurs, ça me faisait penser en Haskell et en PureScript. Enfin, en PureScript, on l'avait implémenté nous-mêmes, je crois, mais en Haskell, ça se fait aussi d'avoir un default. C'est en gros, bah, quand vous avez une structure avec plein de choses et que vous avez des champs vides, en fait, il y a souvent des valeurs par défaut qui ont du sens. Et donc, il y a ce trait default qui existe dans, dans Rust. Et donc, maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on peut derive un enum à partir du moment où il est vide, enfin, où il n'a pas d'éléments inclus. Et on peut simplement donc faire derive default et ajouter le tag default sur une des variantes. Et du coup, ben, quand on voudra default de ça, ben, ça donnera ça, quoi. Ce qui est assez chouette. Voilà. Ils accélèrent aussi les mutex. Donc là, on va lire un peu. Auparavant, mutex convar. C'est ça, hein? Ou c'est une traduction, ça, j'ai un peu peur. Ouais, non, ça, ils l'ont pas traduit. Donc, auparavant, mutex convar et rwlock étaient supportés par la bibliothèque pthread sous Linux. Les verrous pthread prenaient en charge plus de fonctionnalités que les API Rust elles-mêmes, y compris la configuration d'exécution, et sont conçus pour être utilisés dans les langages avec moins de garanties statiques que celles fournies par Rust. Donc vu que Rust est plus fin, ils ont été capables de faire une modification. L'implémentation mutex, par exemple, est de 40 octets et ne peut être déplacée. Cela a forcé la bibliothèque standard à allouer un box en arrière-plan à chaque nouveau mutex sur les plateformes qui utilisaient des pthreads. Et justement, ils ont modifié ça dans la bibliothèque standard pour fournir une implémentation brute qui est basée sur les futex et donc qui est plus légère. Et donc maintenant, il n'y a plus besoin que de 5 octets pour cet état sous Linux, ce qui permet donc, je ne lis pas forcément la suite, mais voilà, c'est un long effort pour améliorer l'efficacité des types de verrous de Rust, qui comprend des améliorations précédentes sous Windows, telles que le déballage, l'unpacking des primitives. Donc en gros, bah, voilà, des améliorations gratuites de performance, ça c'est toujours chouette. C'est pas forcément fréquent dans des langages, enfin, on avait vu avec Python que si, mais dans des langages un peu plus matures, alors après il reste assez jeune, enfin Rust est assez jeune dans son histoire, mais d'avoir ainsi des, des améliorations de performance gratuites comme ça, donc ça c'est chouette. Pas gratuites, pas pour eux, hein, ils ont bossé comme des oufs. Mais... Et aussi maintenant la possibilité de faire des binaires sans système d'exploitation euh, sur x86. Donc techniquement, vous pouvez démarrer une VM sur un programme Rust maintenant, et en utilisant cette target spéciale qui est x86 64 unknown none. Donc none c'est l'OS du coup, et c'est assez ouf. Alors je ne pense pas, donc Imae nous dit, c'est en référence à la volonté de Linux de passer à Rust. Non, je pense pas, pour le coup non. C'est juste, bah, si tu peux passer de 40 octets à 8 octets à chaque fois qu'il y a un mutex qui est utilisé, ça peut faire des grosses améliorations de performance, sachant que Rust a quand même une optique assez système, donc il y a des engines entières qui peuvent être faits. Donc non, non, pour le coup, je pense pas que ce soit le cas. Et pour la cible en métal, pardon, si tu passais de unknown known, non, non plus, parce que de toute façon, il y a une sorte de... Enfin, je dis peut-être des grosses bêtises, mais il me semble que le kernel Linux utilise une glib, donc je pense pas que ce soit concerné par ça. Enfin, il y a une bibliothèque standard que tu peux utiliser, donc je pense pas que ce soit le sujet, pour le coup. C'est plutôt pour faire du Rust embarqué. Et donc du reste embarqué aussi sur du x86. Parce qu'il me semble qu'il y avait déjà une mécanique pour le faire sur de l'ARM et qu'il n'y en avait pas sur x86. Là, je suis pas sûr, il faudra regarder. C'est les fameuses cibles. Euh, les cibles. Voilà, les plateformes. La plateforme de niveau 2. Tac, 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 tac. Et unknown none, voilà. Et il me semble que des none, il y en avait d'autres. Ouais, je sais pas si ARM du coup. Oui, ARM non, on en voit 2-3, mais donc du coup ça m'étonnerait pas. Voilà. Arch, non, c'était déjà disponible. Donc je pense que c'était aussi l'idée d'apporter ça aussi pour x86. Voilà. Et donc il y a quelques API stabilisés. Donc bon, habituellement on pourrait dire qu'on s'en fout, mais il y a 2-3 trucs cool. Notamment ça. Non, mais je veux pas traduire là pour le coup. Euh, Oui, par contre, j'aurais bien aimé que tu me remettes au même endroit. Voilà, bon, bref. Lines. Et donc, par exemple, ça, c'est assez chouette. Regardez. Euh,
typiquement, maintenant, on peut faire, donc bon, ouais, stdio, donc pour faire l'input-output, assez classique. Mais maintenant, on peut faire genre let line égale io stdlin lines, et du coup, on a un itérateur sur chaque ligne qu'on a de stdin, par exemple. Ce qui est assez chouette, je trouve, d'avoir un point lines pour avoir directement chaque ligne dans un itérateur propre, quoi. Des petites idées assez sympas, quoi. Attendez, hop, je change un peu de musique. Voilà. Et puis, on a ça que je trouve très chouette, qui est ZenSum. Regardez, ZenSum, qui en gros vous permet de prendre une condition, donc qui va donner un booléen, en fait, qui va vous prendre un prédicat qui va donner un booléen, enfin une expression qui va donner un booléen, et le faire pour zen. Et donc avant, on avait zen qui permettait d'exécuter du code, et donc du coup, qui donnait une fonction, et donc ça donnait le résultat de cette fonction-là. Et maintenant, tu as ZenSum qui donne directement somme une valeur fixe, enfin une expression fixe, ou none si c'est faux. Ce qui peut permettre de faire des choses assez jolies, je trouve. Courir, run. Et ça peut être assez sympa en vrai. Il y a plein de possibilités assez intéressantes, je trouve, sur ces mécaniques-là. Voilà, donc des petites nouveautés dans Rust. Bon, voilà, des petits ajouts, quoi. Donc, Rust continue de se mettre à jour, tranquille, quoi. Évidemment. Rust continue sa vie pendant ce temps. Alors, je voulais vous parler d'un autre truc que j'ai croisé cette semaine. Alors là, pour le coup, pas besoin de traduire, etc., parce que je vais vraiment vous en parler comme ça, puisque bon, la traduction de ce genre de truc serait pas forcément très intéressante, mais un truc sur lequel je suis tombé et que j'ai trouvé intéressant. PRQL, vous connaissez? PRQL, regardez ça. Pipeline Relational Query Language. Donc, et ils appellent ça PreQL, parce qu'en fait, c'est ça la vanne. SQL, nous on appelle ça souvent SQL ou SQL en français, mais voilà, l'idée c'est de faire SQL qui veut aussi dire la suite, quoi. Et donc forcément, PRQL, PreQL, la bonne vanne. Donc l'idée de PRQL, c'est quoi Enfin de PreQL, je vais essayer de prononcer de la manière dont il le suggère. PreQL est un langage moderne pour transformer des données simples et powerful, donc efficaces et pipelined. Un remplacement de SQL efficace, simple et pipeline. Comme SQL, comme SQL, c'est lisible, explicite et déclaratif, mais à l'inverse de SQL, ça forme un pipeline logique de transformation et supporte des abstractions telles que des fonctions et des variables. Ça peut être utilisé avec n'importe quelle base de données qui supporte SQL parce que ça transpile en SQL. En gros, vous écrivez en PreQL et ça se transforme en SQL. Alors regardez, ça c'est fou. Ça ressemble à ça. Et moi, ça m'attire beaucoup. Alors, vous savez que j'ai beaucoup parlé ici du fait que SQL, je trouvais ça très important et qu'on ne travaillait pas assez. Enfin, il y a beaucoup de développeurs qui arrivent sur le marché du travail et même dans le monde du hobby, mais sans connaître assez de SQL. Et du coup, c'est intéressant. D'ailleurs, Imae nous dit c'est pas le premier remplacement de SQL qu'on croise, mais bon, moi ce que j'aime bien c'est le côté la transpilation qui permet de continuer à garder le reste et au pire ça peut être juste une lib que tu rajoutes quelque part et ça se transpile en SQL. Donc, intéressant, ça ressemble à From Employees, donc déjà très bonne idée, ils mettent la table en premier, parce que ça a toujours été un problème je trouve avec SQL de mettre les champs en premier. Bon là c'est un côté logique de From Employees, filter countries égale USA, aggregate et avec les agrégats ensuite. Merci docteur pour ton follow. Et donc il y a un côté très chouette. Et là comme nous le dit les commentaires, chaque ligne transforme le précédent. Aggregate permet de faire justement une colonne particulière et tu as le droit d'avoir des virgules qui sont en plus pour pouvoir... Comment dire, les closing commas, c'est en gros, vous l'avez sans doute vu dans certains langages, notamment en JavaScript, vous pouvez mettre des virgules qui servent à rien, qui sont à la fin. Et en fait, ça vous permet d'éviter d'avoir des diffs de l'enfer à chaque fois que vous modifiez une ligne, parce qu'il faut rajouter la virgule sur la ligne d'avant, quoi.
Salut Catrel. Alors il y a des langages qui ont pour habitude de mettre les virgules au début. C'est pas très élégant, c'est plus simple de la mettre à la fin et quitte à ce qu'il n'y ait rien sur la dernière ligne, quoi. Pas qu'il n'y ait pas besoin de l'enlever sur la dernière ligne. Un exemple plus complet. From employees, filter start date avec voilà, une clear date syntaxe, donc vraiment une syntaxe faite exprès pour les dates, qui est vraiment cool en vrai, c'est bien. Derive qui permet d'ajouter des colonnes ou des variables. Donc ça permet derive gross salary, c'est salary plus taxe ou 0. Donc ça permet d'avoir un coalice simple. Les variables utiliser d'autres variables. D'avoir un nouveau filter qui est après le derive. Donc ça simplifie aussi. Hein. D'avoir un groupe pour avoir un pipeline, etc. Enfin, entre nous, enfin, c'est juste littéralement ce que j'aurais voulu que SQL soit, quoi. Oui, Wen Bugman dit, ça rendrait presque le travail d'analytics agréable, je suis d'accord. Et alors Catrel pose la question, ça se fait au build time, parce que ça se transpile en SQL. C'est ça qui est fou. C'est PRQL. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. En fait, c'est incroyable, surtout qu'on n'y ait pas pensé avant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça semble un peu évident, enfin, montrer comme ça, quoi. Aggregate, donc, pour réduire un groupe en une ligne, etc. Et alors, très cool aussi, comme ils le disent, filter, ça marche pour where et having, parce qu'en fait, la séparation, elle a du sens pour SQL, parce que dans l'historique, mais en vrai, c'est un truc que peut déduire un compilateur pour nous, quoi. Un support pour des f-strings, donc de l'interpolation. Une manière assez courte d'écrire l'ordre. Et voilà. Et alors, t'as raison, est-ce qu'il y a des jointures? Alors, attendez, on va aller sur le site PRQL Lang. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas vu des jointures là. C'est vrai ce que tu dis, ça. Alors, showcase. Il y a un showcase, on va en profiter. Attendez, je vais juste déplacer ça. Alors, joins. Oh oui, regardez, c'est pas mal. Attendez, c'est un peu le bazar. Joins, benefits. Et on met le nom des colonnes ou la condition. Et on met le nom. Ouais, non, en fait, c'est très raisonnable. Hein. C'est très très raisonnable. C'est très raisonnable. Allez, je vais pousser encore ça un peu là. Ça me frustre un peu comme arrangement de page. Si j'aurais dû. Ah, voilà. On va se mettre en mobile. On va forcer à ce que ça s'affiche comme du mobile. Donc, exemple basique qu'on a vu. Donc, from employee select. Et on choisit nos champs. Et sort age tech 10. I take aussi pour limite. C'est pas mal. C'est élégant. En fait, ce que je trouve cool, c'est qu'ils n'ont pas hésité à se dire bon, on va utiliser d'autres termes. De toute façon, c'est pas du SQL. Donc, ça qui est bien aussi, c'est de repartir un peu de la base. C'est que tu peux faire d'autres choix peut-être plus pertinents. Essayer d'avoir des mots-clés qui sont qu'en un seul mot, par exemple, au lieu d'avoir des mots-clés en deux mots. C'était pas forcément l'idée la meilleure qu'ils ont eue quand ils ont fait du SQL à l'époque. Après, SQL, c'est tellement vieux. Je pense qu'on oublie à quel point SQL est vieux, quoi. Attendez, ça date de quand? Wiki, SQL. Ça date de quand? Ouh! Est-ce que vous le sentez, le côté vieux? 74. SQL à 50 ans. 48. À 50 ans, les loulous. Et en, et en compatibilité, bah en fait, c'est transpilé. Donc on va voir ça, mais ça m'intéresse. On va voir sur la compatibilité. Mais je pense que c'est quand même une plutôt bonne compatibilité, parce que tout ce qu'on voit là, en vrai, c'est juste une manière différente d'écrire la même chose. Hein. Donc friendly syntax. Donc avec filter pour faire des where, sort avec un moins pour dire en descendant. Ça, je suis pas, ça c'est peut-être le truc où je suis le moins convaincu. C'est là, ça fait vraiment genre écrire moins pour écrire moins, mais ok. Ça, c'est très cool. Avoir des dates, ça, c'est vraiment chouette. SQL ou SQL, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Bush, et bienvenue pour ton premier message dans le chat. C'est... Je pense que c'est un débat aussi pertinent que GIF et GIF, hein, en vrai. Moi, je dis SQL par vieille habitude. Mais il y a beaucoup de gens qui disent SQL, donc voilà. Après, moi, je fais partie des gens qui disent GIF au lieu de GIF, donc bon. Donc ouais, donc une syntaxe pour les dates.
Ouais, l'orthogonalité dans le sens où on peut filtrer avant les agrégations et après les agrégations, et lui il se démerde de savoir si c'est un having ou pas. F-string, donc ça aussi de pouvoir avoir la notion de concaténation qui est directement faite, voilà. Ah, ça c'est cool, une bonne syntaxe pour faire des windows, ça c'est chouette, parce que la syntaxe originelle elle est cool, mais elle est verbeuse. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a groupe employee ID, donc on comprend qu'on groupe sur employee ID, on sort par mois, et on fait une window rolling de 12. Bon après c'est pas plus clair de ouf, hein, soyons très honnête, hein. Mais bon après c'est comme toutes les syntaxes, il faut s'y habituer, mais pour le coup ouais, je suis pas forcément convaincu par la simplicité du délire. Et derive, ça on a vu que c'était un truc pour créer des nouvelles colonnes. Et donc derive, trail 12 mcomp, sum paycheck. Alors il nous dit quoi? Ça correspond à sum paycheck SQL, ouais. Partition by employee ID, donc qui est ici. Et sum paycheck, ça c'est assez cohérent. Et ce truc là, donc c'est le nom, donc c'est parce qu'on derive. Et c'est ça en fait que je trouve. Rolling 12. Et c'est month row between 11 preceding and current row. Ouais, c'est quand même plus clair que between. Enfin, c'est plus clair, je sais pas. Mais rows between 11 preceding and current row, faut se le taper en SQL classique, hein. Enfin, SQL, quoi. On peut définir des fonctions et les utiliser après. Et lui, il les transpile. Enfin, il les inline. Ce qui est cool. Most recent employee in each role, quite difficult in SQL. Donc, from employees, group role, sort join date, take one. J'avoue que c'est extrêmement simple et on comprend vraiment ce qui se passe. Et oui, ben du coup, c'est l'enfer parce que oui. Ah oui, et à tout moment, tu peux utiliser S pour dire genre j'appelle directement le langage derrière. Donc, c'est le escape hatch. Les jointures, on a vu. Null handling. Oui, il est suffisamment intelligent pour comprendre que différent de nul, c'est is not nul. Ça, c'est très bien parce que c'est un enfer. Et on a le deux points d'interrogation pour faire du coalescing comme dans beaucoup de nouveaux langages. Et dialects will generate top rather than limit. Ah, et en plus, on peut parler en output un dialecte plus adapté pour certains trucs, quoi. D'accord. Parce que normalement, vous savez, vous select top 10 order by age. Normalement, on fait pas select top 10, on fait select limit 10. Mais vu qu'il a mis un dialecte MSQL, ça fait ça. Et alors, du coup, la question que je me pose, c'est ça target quoi, quoi? Alors, déjà, c'est écrit en quoi? C'est comment ça marche? Alors, il y a un truc en Python pour le faire. Et donc, voilà, les bindings. Donc ça existe en JS, ça existe en Python. Et oui, et donc je découvrais que euh, PRQL. Attendez, c'est trop fort la musique. Parce que du coup, il l'a remis fort. Voilà. Je découvrais donc que PRQL, euh, PRQL était également disponible sous forme d'une implémentation en Rust. Donc ça montre quand même qu'on peut imaginer que ça peut être implémenté dans plein d'endroits. Avec la dernière version qui date d'il y a 7 jours. Donc ouais. En vrai, je pense que il y a vraiment un truc intéressant à creuser. Parce que je suis le premier à dire, bon, c'est rigolo vos ORM, donc vous savez, ces mécaniques qui permettent d'abstraire le SQL. Mais en vrai, c'est bien d'avoir un langage dans lequel écrire des trucs. Et je pense que pour le coup, PRQL, ce serait assez chouette. Bizarre, pas de clé du coup, ben. Moi, c'est que la clé, je l'aurais aussi fait en Rust du coup, enfin, quitte à faire, mais pour le coup, là, il montrait un exemple, hein, donc en vrai, si, il doit y avoir quand même un. Parce que regardez. Là, il dit genre echo dans PR compiler compile, donc en vrai, je pense que si tu l'installes, ça le fait quoi. Mais oui, ça pourrait être ça pourrait être
Un truc intéressant. Mais ouais, et du coup, ben, j'aimerais bien que ça marche un peu plus, qu'il y ait plus de gens qui sont intéressés par ça. Alors on va juste regarder la roadmap, où est-ce qu'ils en sont. Donc ils disent que le langage est relativement stable, ils sont contents. Euh, Ils ont envie de faire des choses avancées telles que du type checking, du currying de fonctions, des pivots, made, wait to long, etc. Operator overloading et few more. En vrai, ça pourrait être vraiment très très chouette. Euh, Ça transpile uniquement en SQL et ils se disent que ça serait bien aussi de le faire pour d'autres trucs. Euh, Ça serait assez chouette, j'avoue. Et ils aimeraient encore rendre ça plus sympathique. Et augmenter une sorte de standard library pour des choses habituelles, etc. Ça pourrait vraiment être chouette. Très bonne vanne de One Bugman. Color me curious du currying en SQL. Bah ouais, ça peut arriver quoi. Et ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est. Note in focus, c'est important. Ils n'ont pas envie de créer ouais, plus de trucs autour que. Enfin, ils n'ont pas envie de se saouler à faire un langage spécial pour modifier des tables, etc. Ils disent que ça se fait un peu en dehors de ça. Et je suis assez d'accord avec eux. Writing DDL, index, schema, manipulation, inserting data, ils pensent que c'est un peu en dehors de leur focus, quoi. Même si à un moment, ce serait bien que tu puisses tout faire directement dans un seul langage, mais c'est vrai que c'est surtout le querying qui, je pense, a une belle opportunité de faire des trucs. Donc voilà, ça m'intéresse, et en vrai, c'est un truc dans lequel j'aimerais bien me plonger à un moment, tu vois. De me dire, qu'est-ce que je pourrais faire de cool avec ce genre d'outils, et en vrai, d'avoir une petite interface qui permet de query tes données avec du PRQL, ça serait assez chouette. Peut-être que je bidouille un truc comme ça à un moment. Peut-être un service utile, hein. Je sais que ça se vend beaucoup, les solutions d'analytics. Genre, en gros, t'as une grosse base de données et tu veux en sortir comment on dit, des, des rapports. C'est un problème très courant dans beaucoup de boîtes. Il y a plein d'outils qui existent, mais ça correspond jamais à ce que veulent les gens. Donc, peut-être un truc à faire, je sais pas. En même temps, j'ai l'impression que il y a plein de boîtes qui sont lancées sur ce sujet, quoi. Mais voilà. Donc PRQL, euh, j'arrête mon ranting un peu pété. Euh, PRQL, il y a de quoi faire des choses intéressantes. Euh, une, une préquel, pardon. Oui, parce que moi je dis PRQL, mais ils le disent eux-mêmes. Prononcez-nous préquel. Qui est donc un peu le TypeScript de SQL. Pas ouf, mais bon, voilà comment je le décris, quoi. Et plus débutant friendly, je suis d'accord. Beaucoup plus débutant friendly. Et surtout, ça m'a l'air plus maintenable pour faire des grosses queries, quoi. Rien que le fait de pouvoir avoir des déclarations de variables plus simples, enfin, je trouve que c'est quand même, ça rend la chose plus simple au final, quoi. Et vu qu'il y a une phase de transpilation, ça peut être aussi l'occasion d'avoir, enfin, de détecter des problèmes plus tôt dans ta chaîne. C'est-à-dire de ne pas être obligé de hit la base de données pour que ça te renvoie des problèmes, quoi. Je sais pas. Ok, les amigos, on va. Faut que je vous parle d'un truc que j'ai vu passer. Alors, pourquoi c'est passé sur Hacker News, on a peut-être entendu parler, mais je trouvais ça intéressant aussi. Dans les trucs rigolos que j'ai croisés cette semaine, il y a ce magicien, dans le sens qui fait de la performance, hein, il n'y a pas de vraie magie, hein, normalement, dans la vraie vie. Désolé de vous le spoiler, mais à ma connaissance, il n'y a pas de vraie magie qui existe. Qui s'est amusé à se dire, ok, est-ce qu'on peut pas utiliser les nouvelles technologies pour ben, faire des tours de magie. Et notamment un truc très rigolo, c'est qu'il s'est amusé à coder un code barre dans la hauteur de chacune de ses cartes pour que, en ayant un bloc de cartes comme ça, clac, il puisse automatiquement savoir, ok, la carte que tu as en main, donc celle qui n'est pas dedans, c'est le set de pique, quoi. Et ça, je trouve ça assez fou, quoi. De me dire, ah oui, effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et ce qui est assez cool, c'est qu'en plus, il dit, bon, bah là, quelqu'un pourrait se rendre compte parce qu'il y a des marques, quoi. Enfin, on voit que c'est noir et blanc, donc on peut se dire qu'il y a un code barre. Mais en fait, tu peux le faire avec de l'encre qui ne réagit que à l'infrarouge et ça se voit pas, quoi.
Et là, tu te dis, waouh, c'est quand même cool. Et il arrive à le faire uniquement avec un Raspberry Pi 0, qui a une caméra infrarouge. Et clac, ça lui permet de sortir, donc vous voyez sur cet iPad, paf, ça permet de détecter exactement toutes les cartes qu'il y a dans ce deck. Et ça paraît peut-être con, mais moi je me suis jamais dit que c'était possible, et en fait c'est extrêmement malin, quoi. C'est très astucieux. Mopral, qui dit ah bah attends, il invente un tour, puis il explique tout de suite le tour après. Oui, mais c'est pas grave, c'est marrant. Alors s'il sort le scanner, c'est un peu cramé. Ouais, mais comme il l'explique, c'est suffisamment petit pour que tu puisses le mettre dans une manche ou quelque chose, quoi. De toute façon, la magie de l'illusionnisme, c'est de faire genre hé hé et que tu vois pas ce qui se passe. Alors évidemment, si tu fais genre alors je pense que tu as la carte le 7 de pique. Ouais, bon, ça marche pas. Évidemment, si tu commences à sortir ton téléphone pour savoir quelle carte c'est, voilà, c'est un peu compliqué. Mais on peut tout à fait imaginer un tour dans lequel tu fais genre ah tiens, j'ai reçu un SMS, non c'est rien. Et donc nous parlions, etc. Et à la fin tu dis ah c'est le 7 de pique. Et en fait t'as eu l'info quand tu as sorti ton téléphone, quoi. Je sais pas, je trouve ça très intéressant de voir encore une nouvelle application des mécaniques de, de traitement d'image. C'est très malin. Alors tu disais le QR code au dos de la carte, là c'est encore mieux, c'est un code barre sur la tranche, quoi. Je trouve ça très malin. Et en plus ça me fait penser en termes d'affichage un peu à un truc qui s'appelle un PDF 417. À ça, je sais pas si vous avez déjà vu ces codes barres. Moi je le connais bien parce que c'est le code barre qu'il y a sur les billets imprimés de la SNCF. Vous savez, les billets qu'on devait retirer en borne. Ceux qui ont déjà utilisé Capitaine Train voient de quoi je parle. Puisqu'on surlignait en jaune en mode genre il faut aller en borne jaune. Et ben les PDF 417 ça ressemble à ça. Alors c'est pas exactement ça, mais ça me faisait penser un peu à ça en termes d'affichage. Il est possible que dans ma vie j'ai eu à scanner ces trucs là. Donc voilà, donc non, je trouvais ça assez marrant aussi. Donc voilà, il a fait un truc qui le détecte assez bien. Je trouve ça rigolo. Et voilà, il est capable de scanner une image de 1080p en aussi peu que 4 millisecondes sur un Raspberry Pi, ce qui est quand même, ça montre quand même qu'on est capable aujourd'hui de faire des choses qui marchent relativement bien. Donc voilà, le code source est disponible directement sur GitHub si vous voulez aller regarder comment ça marche et tout. Je trouve ça assez chouette que ça existe. C'est assez coolos. C'est le moment où on parle de crypto-monnaie. Attention, restez avec nous. N'ayez pas peur, ne partez pas. On va parler, parce qu'on avait parlé la dernière fois et que ça avait beaucoup fait jaser dans le chat. Parce qu'il y a toujours des gens, dès lors qu'on parle un tout petit peu de crypto-monnaie, qui arrivent en disant ah oui, là. Bon. La dernière fois, on parle on avait parlé d'une lettre au Congrès qui avait été faite par beaucoup de gens relativement connus dans le milieu, qui avait dit vous êtes gentils les loulous, mais les crypto-monnaies c'est potentiellement de la grosse merde, et arrêtez de croire toutes les personnes qui vous disent que c'est incroyable parce que ils sont peut-être pas très indépendants dans leur démarche, donc faites attention. Donc ça, on en avait parlé la semaine dernière. On avait notamment lu un article de Next Impact. Abonnez-vous, ils sont dans la merde. Qui résumait l'article en citant des grands, enfin qui résumait pardon la lettre en traduisant une grosse partie, ce qui était assez chouette pour nous parce que ça nous permettait d'avoir tout ça. Il se trouve qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui a répondu. Une sorte de réponse en général en défense de la crypto-monnaie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je vais le lire? Et en même temps, comment vous dire? Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vous lire tout ça? Parce que je scrolle depuis tout à l'heure, hein, et je scrolle pendant longtemps. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc qui est connu, c'est-à-dire un assemblage d'arguments de merde, qui s'appelle le millefeuille argumentatif, où en gros, tu dis plein de choses, certaines vraies, beaucoup de fausses, et en fait, tu vas pouvoir dire non, mais ça c'est anecdotique, etc. Et donc je me suis dit, désolé de sortir l'argument d'autorité, mais Bruce Schneier a répondu à ce mec-là. Alors Bruce Schneier, si vous ne connaissez pas, c'est un peu, comment dire,
une ponte dans le domaine de la cryptographie qui a pignon sur rue. Je scroll effectivement la fameuse chanson du duo Trublion du web, c'est ça, absolument belle, content de te lire ce matin. Et à un moment où tu as envie de dire, non mais si Schneier commence à écrire des trucs sur un sujet, il a peut-être pas tort, alors, faut pas non plus être systématique, mais quand même Schneier, il s'y connaît. Et du coup je me suis dit, bah tiens, j'allais lire son rebuttal. À la base je devais le traduire à la main, mais évidemment j'ai pas eu le courage hier soir, donc on va passer par Google Translate, vous connaissez. Allez. Sur les dangers des crypto-monnaies et l'inutilité de la blockchain. Donc déjà, il y va à banco, hein, mais d'un côté, il aurait tort de s'en priver. Plus tôt ce mois-ci, moi et d'autres avons écrit une lettre au Congrès disant essentiellement que les crypto-monnaies sont un désastre complet et total, et les exhortant à réglementer l'espace. Enfin, le space, quoi, enfin l'endroit. Attendez, je vais juste aller choper de la bonne musique. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut s'écouter? Je me suis dit, ah, tiens, je voulais m'écouter un truc en particulier. Et j'ai oublié, c'est pas grave. Et ben écoutez, on va s'écouter de la Lofi hip-hop des familles. C'est pas comme si on ne l'avait pas déjà bien assez écouté de toute façon. Alors, donc à réglementer cet espace, cet endroit. Rien dans cette lettre ne sort de l'ordinaire et correspond à ce que j'ai écrit sur la blockchain en 2019. En réponse, Matthew Green a écrit pas vraiment une réfutation, mais une réponse générale à certaines des objections fallacieuses les plus courantes que les gens font au système de blockchain public. Dans ce document, il fait plusieurs points généraux. Oui, les blockchains de preuve de les blockchains de proof of work actuels, comme le Bitcoin, sont terribles pour l'environnement, mais il existe d'autres modes comme la preuve de participation, la proof of stake, qui ne le sont pas. Ça, c'est les arguments qui récapitulent de Matthew Green, qui a fait donc ce long post que vous avez vu. Oui, une blockchain est un registre immuable qui rend impossible l'annulation de transactions spécifiques, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de système de gouvernance au-dessus de la blockchain qui permette ces inversions. En gros, on pourrait avoir des données irréversibles, mais une donnée qui dit ne prenez pas en compte la transaction précédente parce que voici son reversal. Voilà. Ce qui est un argument, effectivement. Oui, le Bitcoin n'évolue pas et les frais sont trop élevés, mais ce n'est en rien inhérent à la technologie blockchain, c'est juste un tas de mauvais choix de conception faits par Bitcoin. Et enfin, le quatrième gros argument, c'est que les systèmes de blockchain peuvent avoir peu ou beaucoup de confidentialité selon la façon dont ils sont conçus et mis en œuvre. Il n'y a rien sur cette liste avec lequel je ne suis pas d'accord. Entre parenthèses, nous pouvons nous demander si la proof of work est réellement, la proof of stake est réellement une amélioration. Je suis sceptique quant au système qui consacre un système de gouvernance. Ceux qui ont l'or établissent les règles. Salut Moz Visio. Et dans la mesure où l'une de ces solutions de mise à l'échelle fonctionne, enfin une solution de scaling fonctionne, elle défend la centralisation que la blockchain prétend avoir. Mais je pense aussi que ces défenses passent largement à côté de l'essentiel. Pour moi, le problème n'est pas que les systèmes de blockchain peuvent être rendus un peu moins horribles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le problème est qu'ils ne font rien de ce qu'en prétendent leurs partisans. À certains égards très importants, ils ne sont pas sécurisés. Alors attends. Oui, non, ils ne sont pas sécurisés. Enfin, la blockchain n'est pas sécurisée. Ils ne remplacent pas la confiance par du code. En fait, à bien des égards, ils sont bien moins fiables que les systèmes non blockchain. Ils ne sont pas décentralisés, puisque justement, tu as besoin de beaucoup de power pour faire tourner, donc voilà. Beaucoup de puissance, on en a parlé la dernière fois. Et leur inévitable centralisation est néfaste, car largement émergente et mal définie. Ils ont toujours des intermédiaires de confiance, souvent avec plus de pouvoir et moins de surveillance que les systèmes non blockchain. Ils ont encore besoin de gouvernance, ils nécessitent encore une réglementation. Ces choses sont ce que j'ai décrit ici, donc un blog post dont il avait parlé à l'époque. Le problème avec la blockchain est qu'elle n'améliore aucun système et qu'elle aggrave souvent les choses. Bam!
Dans notre lettre, nous écrivons, de par sa conception même, la technologie blockchain est mal adaptée à presque tous les objectifs actuellement présentés comme une source actuelle ou potentielle d'intérêt public. Depuis sa création, cette technologie a été une solution à la recherche d'un problème et s'est maintenant accrochée à des concepts tels que l'inclusion financière et la transparence des données pour justifier son existence, malgré des solutions bien meilleures à ces problèmes déjà utilisés. Malgré plus de 13 ans de développement, il présente de graves limitations et de défauts de conception qui empêchent presque toutes les applications qui traitent des données clients publics et des transactions financières réglementées et ne constitue pas une amélioration par rapport à des solutions existantes non blockchain. Green répond. La technologie blockchain publique permet beaucoup de choses stupides. Des schémas de crypto-monnaie aujourd'hui peuvent être vénaux, corrompus, overpromise, je pense, trop promis, c'est ça. Overpromise, c'est ça, trop promis. Ils n'ont pas réussi à trouver un terme. Peut-être on pourrait dire qui promettent trop. Mais la technologie de base n'est absolument pas inutile. Elle fait, je pense qu'il se passe des choses assez excitantes sur le terrain, même si la plupart d'entre elles sont plus éloignées de la réalité que leur booster ne l'admettrait. Merci Négatif pour ton follow. Je suis sur le point d'en rencontrer un. Non, ça veut rien dire. I have yet to see one. Ah oui, d'accord, je vois ce qu'il veut dire. Ok, donc en gros, Green répond que y a des choses assez excitantes sur le terrain, même si la plupart, etc. Et t'as donc Schneier qui répond, bah, j'en ai toujours pas trouvé. Traduction très mauvaise quand même. Have yet to see one, je suis dans le point de le rencontrer un, c'est pas vraiment ça. J'en ai toujours pas vu. Plus précisément, je ne trouve pas d'application blockchain dont la valeur a quoi que ce soit à voir avec la partie blockchain, qui ne serait pas rendue plus sûre, plus sécurisée, plus fiable et tout simplement meilleure en supprimant la partie blockchain. Je postule que personne n'a jamais dit « Voilà un problème que j'ai. Oh, regarde, la blockchain est une bonne solution. » Dans tous les cas, l'ordre a été « J'ai une blockchain. Oh, regarde, il y a un problème où je peux l'appliquer. » Ça fait un peu mal, mais c'est vrai. Enfin, ça fait un peu mal pour ceux qui y croient. Quelqu'un, s'il vous plaît, montrez-moi une application où la blockchain est essentielle. C'est-à-dire un problème qui n'aurait pas pu être résolu sans la blockchain, qui peut maintenant être résolu avec elle, entre parenthèses. Et les rançongiciels ne pourraient pas exister car les criminels ne pourraient pas utiliser les réseaux financiers conventionnels et les paiements en espèces ne sont pas possibles, ne compte pas. Par exemple, Green se plaint que les frais de marchand de cartes de crédit sont similaires ou ont en fait augmenté aux États-Unis depuis les années 90. C'est vrai, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les inefficacités technologiques ou les relations de confiance existantes dans l'industrie. C'est parce que presque tous ceux qui peuvent et font attention obtiennent 1% de remise sur leurs achats, en espèces, en miles de fidélisation ou d'autres points d'affinité. Je me permets de mettre un truc. En Europe, on a lutté contre ça. Parce que les législateurs européens et les régulateurs européens se sont dit, en fait, ce système de cashback où à chaque fois que tu payes, tu gagnes des pourcentages, c'est complètement pété. Et donc, ils ont imposé aux marchands, enfin pas aux marchands, aux fournisseurs de cartes, un maximum en pourcentage qui est beaucoup plus petit, qui est de 0,30% et 0,40%, je pense. C'est pour ça que vous n'avez pas de grosse réduction en utilisant votre carte, c'est parce que l'Union européenne s'est dit, en fait, c'est mieux qu'on n'ait pas ces mécanismes-là qui font que ça fait des pourcentages débiles. Green a raison de dire à quel point c'est injuste, il s'agit d'une subvention régressive puisque ces frais sont intégrés au coût de la plupart des produits de détail et pèsent donc lourdement sur les travailleurs pauvres, qui les payent même s'ils utilisent de l'argent liquide. Mais cela n'a rien à voir avec le manque de blockchain, et l'ajout d'une blockchain n'aide pas à le résoudre. C'est un problème de réglementation. À quelques exceptions près, les sociétés de cartes de crédit ont réussi à faire pression sur les commerçants pour qu'ils facturent les mêmes prix que quelqu'un paye en espèces ou avec une carte de crédit, système de paiement peer-to-peer comme... Non, alors là encore, c'est pas du tout with a credit card. Et là, il y a une phrase qui est pas finie. What the fuck? Attendez, c'est le problème de la traduction automatique, c'est que des fois ça fait n'importe quoi. Voilà. Des paiements pair à pair comme PayPal, Venmo, M-Pesa et Alipay arrivent à contourner ces frais de transaction élevés et aucun d'entre eux n'utilise la blockchain, ce qui est très vrai. C'est mon argument de base. La blockchain ne fait rien pour résoudre les problèmes existants avec les problèmes financiers ou autres. Ces problèmes sont intrinsèquement économiques et politiques et n'ont rien à voir avec la technologie. Et plus important encore, la technologie ne peut résoudre les problèmes économiques et politiques, ce qui est bien, car l'ajout de la blockchain entraîne toute une série de nouveaux problèmes et rend tous les systèmes bien pires. Green écrit « Je n'ai aucun problème avec l'idée que les législateurs adoptent intelligemment des lois pour
réglementer la crypto-monnaie. En effet, étant donné le nombre de folies et le nombre d'escroqueries pures et simples qui se produisent dans ce domaine, il est assez évident que notre cadre réglementaire actuel n'est pas à la hauteur. Mais quand vous supprimez la folie et les escroqueries, que reste-t-il? Assez fort, hein. Voilà. Et il a ajouté le fait qu'il y avait plusieurs autres... il y a 2 personnes qui étaient d'accord avec lui, dans des gens assez connus. Autant vous dire qu'il y a un petit côté pou à ça, parce que bon, quand Bruce Schneier défend son projet, effectivement, tu peux quand même aller te coucher, quoi. Mais voilà. Donc je vous invite à... Et ça me permet de faire une promo. Ah, les gens dehors qui font des travaux, c'est assez insupportable. Mais bon, en même temps, il faut bien que les travaux se fassent. Ça me donne l'occasion de vous rappeler l'existence de lundi.dev, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les émissions précédentes. Et notamment le lien vers l'article de Next Impact qui récapitulait le contenu de la lettre des crypto-sceptiques. Qui avait... Merci Jonathan pour le lien de le mettre sur le chat. Et qui récapitulait effectivement cette lettre. Et n'oubliez pas que vous pouvez y retrouver tous les liens de ce dont on parle durant l'émission dès le lendemain. Et d'ailleurs, si vous me regardez en replay, un petit like, c'est toujours sympathique. N'hésitez pas, si ça vous a plu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y avait quelques articles en français dont je voulais vous parler, donc, qui font partie du brief de Next Impact, donc c'est des petits trucs. C'est un peu, je voulais en parler pour que vous soyez au courant, et pour réagir, parce que des fois on a des trucs à dire. Une sanction de 35 millions d'euros du Conseil d'État. Non, c'est le Conseil d'État qui confirme une sanction qu'a fait la CNIL à Amazon. Et moi je trouve ça toujours cool d'être au courant quand Amazon se prend un pain sur le bec. Et donc on va en parler, parce que je pense que c'est bien que vous soyez au courant de ce qui se passe aussi, de ce qui se passe en France, et notamment de ce qui se passe dans le monde législatif français. La CNIL rappelle qu'elle avait sanctionné le revendeur en décembre 2020, notamment pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d'utilisateurs du site de vente Amazon.fr sans consentement préalable ni information satisfaisante. Parce qu'il suffit pas de mettre un bandeau qu'on oublie et que les gens cliquent dessus, il faut que ce soit vraiment utile. Oui, ça fait que 35 millions d'euros, mais quand même. Amazon avait demandé au Conseil d'État d'annuler la délibération de la CNIL, mais il a au contraire confirmé les 2 violations à l'article 82 de la loi Informatique et Liberté sanctionnées par la CNIL, le dépôt de cookies sans consentement préalable et l'information défaillante des utilisateurs. J'adore Mopral. Pas de 55e février pour Jeff Bezos ce mois-ci. Il y a un peu de ça. Il estime en outre que le montant de l'amende prononcée par la CNIL n'est pas disproportionné au regard de la gravité des manquements, de la portée des traitements et de la capacité financière de la société. En fait, ça c'est très important parce que ça permet aussi à la CNIL d'être confortée dans ses décisions. Parce que ça peut vous paraître évident que la CNIL puisse faire des amendes, mais ça reste une autorité indépendante, et les autorités indépendantes, à certains moments, se font défoncer par les cours d'appel, notamment les conseils d'État. Quand elles se font contrecarrer, enfin quand il y a un appel qui est fait, qui est de droit, hein, par les personnes qu'elles sont censées réguler. Et donc à chaque fois que la CNIL a comme ça un succès dans les cours d'appel, ça pousse certaines grosses boîtes à éviter d'aller en cours d'appel à chaque fois. Parce qu'en fait, ça vaut pas le coup si à chaque fois les cours d'appel elles disent non, mais la CNIL a raison. Voilà, donc ça permet une plus grande efficience des décisions de la CNIL, ce qui est quand même une bonne chose. Et Amazon a répondu: nous sommes en désaccord avec les décisions du Conseil d'État. La protection des données personnelles de nos clients a toujours été une priorité absolue pour Amazon. La CNIL a déjà confirmé que les changements que nous avions effectués satisfont aux exigences exprimées dans le cadre de la décision de décembre 2020. Nous mettons continuellement à jour nos pratiques en matière de protection de données personnelles, blablabla. Bref. Mais bon. De la même manière... Alors je crois pas que... Attendez. Je sais plus dans quel brief c'est. Je crois que c'est dans le brief du 1. Attendez. Il y a un article que j'ai vu passer et que j'ai pas sélectionné alors qu'en vrai j'aurais vu le garder. Sur un autre truc qu'a fait Amazon. Il y a plein de trucs très intéressants dans le brief, hein. Je vous recommande vraiment de le balader dedans. Bon, évidemment, je sélectionne que quelques trucs parce qu'on est limité par les 2 heures. Et que si je vous lisais tout, bon, à un moment, on en aurait fait le tour. Bah, attendez. Je suis fou? Attendez, je vais chercher sur internet. Amazon, Dark Pattern. Il y a eu aussi un jugement qui est assez chouette. Voilà. Tac.
Voilà. Alors attendez, est-ce qu'il y a la version française de ce truc-là? Oui, je vais aussi vous lire un communiqué de presse de l'Union Européenne. Apparemment, je cite beaucoup de trucs directement de l'Union Européenne, mais c'est intéressant aussi de voir que l'Union Européenne tape aussi sur Amazon. Ah oui, et le brief est accessible sans abonnement, c'est bien de le dire, Jonathan, effectivement. Le brief est toujours accessible sans abonnement. Mais vous n'êtes pas obligé de le lire, vu que je vous le lis bien assez régulièrement tous les lundis, mais évidemment. Protection des consommateurs, Amazon Prime modifie ses pratiques d'annulation pour se conformer aux règles de l'Union Européenne en matière de protection des consommateurs. Et là encore, c'est l'occasion de faire un peu de promo pour ce que fait la Commission Européenne, mais c'est cool. À la suite d'un dialogue avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs, Amazon s'est engagé à mettre ses pratiques d'annulation en conformité avec les règles de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs. La plateforme permettra aux consommateurs de l'Union européenne et de l'espace économique européen de se désabonner d'Amazon Prime en seulement 2 clics, au moyen d'un bouton annulé bien visible et sans équivoque. Cette modification était nécessaire pour respecter les règles de l'UE en matière de consommation de protection des consommateurs et notamment la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui est une pratique qui est relativement récente. Voilà, c'est du 17 décembre 2021. À la suite d'une plainte déposée par le Bureau européen de l'Union des consommateurs, donc en gros c'est la Direction générale de la lutte contre la fraude, mais au niveau européen, le Conseil des consommateurs norvégien et le dialogue transatlantique des consommateurs, donc c'est ces trois trucs-là qui ont posé plainte. Une action a été engagée en avril 2021 par la Commission. Alors ça a duré 1 an quand même, c'est long. A été engagée en 2021 par la Commission en coopération avec les autorités nationales de protection des consommateurs. Les pratiques relevées en matière d'annulation consistaient à poser de nombreux obstacles au désabonnement, comprenant notamment des menus de navigation complexes, des formulations alambiquées, des choix déconcertants et des incitations douces répétées. Petite pensée pour lemonde.fr qui doit quand même être en PLS en lisant ça, pour ceux qui savent. Le Monde était connu pendant très longtemps pour avoir le processus de désabonnement le plus chiant de l'univers. Je crois que ça s'est amélioré, mais quand même c'était vraiment très compliqué. Je vous passe un peu les blabla, etc. Parce qu'il y a un truc incroyable, c'est une image qui résume tout. Ah non. Attendez. Allez, on voit bien là. Hop. Avant, t'avais ce truc-là. Alors attendez, je crois que c'est avant-après. Attendez, je vais regarder. Ah non, c'est ça le avant-après. Non mais regardez, c'est incroyable. Ah mais à chaque fois ça me les télécharge, c'est chiant. Bon alors attendez, je vais essayer de le mettre en grand plus simplement. En fait, avant, tu voulais désactiver et il disait hey, attention, c'est super, etc. Et après, il fallait que tu cliques sur Cancel my benefits. Et après, on disait oh, vous êtes sûr, c'était Continue to cancel. Enfin, c'était un enfer, quoi. Et maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple. En gros, il y aura un truc qui dit juste hey, avant de partir, vous êtes sûr que tu veux pas. Et là, tu fais Continue to cancel. Et là, t'as plus que. Enfin, t'as littéralement, en fait, tu passes en 4 étapes, quoi. T'as cliqué sur le lien qui te permet d'annuler. On te dit vous êtes sûr, ce qui est raisonnable, de dire vous êtes sûr. Tu cliques sur Continue to cancel. Et tu fais End. Voilà, fin. Oui, avant, il y avait même une petite photo de chien sympa et tout. Enfin, c'était vraiment compliqué. Alors, attendez, je vais lire le rapport. Parce qu'ils disaient justement que c'est dans un rapport qu'ils ont parlé de ça. Et normalement, il y a des screenshots. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, start. Et donc, ouais, ils expliquaient qu'avant, pour s'inscrire, c'était 3 boutons. Tu cliquais, tu disais, allez, c'est parti. Et voilà, tu étais dedans. Et par contre, pour annuler, fallait trouver le menu. Bon, ça, à la rigueur, bon, ok. Aller dans Account, Prime Membership. En vrai, c'est pas si pire, je trouve, mais ok. Ensuite, il fallait cliquer sur Manage Membership, puis End Membership, puis plein de trucs qui t'expliquent avec des graphiques super mignons, etc. Puis descendre Cancel My Benefits. Puis là, t'avais encore d'autres warnings en disant regardez tout ce qu'il y a, etc. Voilà. Ensuite, il fallait recliquer sur Continue to Cancel. Et là, t'avais encore un truc. Ah, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause.
pour ensuite descendre end now, end on October 19th. Et là, c'est bon. Et là, tu reviens sur, voilà, avec un énorme truc, mais vous pouvez revenir à tout moment. Ah oui, Jonathan a raison, le taux de rétention avec l'image du chien devait être incroyable. Je pense qu'il y a eu réellement un A/B testing. Hein. Connaissant Amazon, ça doit vraiment avoir ça, quoi. Et justement, maintenant, c'est plus simple, puisqu'il va littéralement y avoir que 2 écrans. Donc quand tu diras End Membership, on te dit juste, il y a des trucs bien, ce qui est ok, genre, moi j'ai pas de problème à ça. Je pense que le seul truc qui est dommage, c'est que les trois options soient de la même couleur, mais bon, ok, tu vois. Remind me later, view plan option, continue to cancel. Tu cliques sur continue to cancel. Et là, on te dit, bon bah voilà, annuler tout de suite ou annuler au 31. Et t'as end membership et voilà. Franchement, je trouve ça très raisonnable. En vrai. Donc voilà, c'est aussi à ça que ça sert, la protection des consommateurs au niveau européen. Alors évidemment, ça a pris 1 an et on peut dire que bon, ça a un peu débouché sur une souris parce qu'on n'est pas non plus. Enfin, il y a quand même un écran de publicité jusqu'au moment où t'arrives, quoi. Mais bon, je trouve que si on arrive à avoir ça pour tous nos services, ça va, quoi. L'idée, c'était que de toute façon, tu doives toujours avoir autant de clics que lors de l'inscription. Et on peut voir que l'inscription, t'avais 3-4 clics. Là, t'es à 3-4 clics, quoi. Pas plus. Et pas de gentils chiens qui te disent reste. Voilà. Voilà, et comme dit Noko Gabriel, et c'est ce qu'on disait plus haut, et pendant ce temps au monde, il faut que tu envoies une lettre signée avec ton sang, en lettre recommandée, et que tu attendes 15 jours, puis tu as quelqu'un qui te rappelle en disant vous êtes sûr? Ah! Ouais, ça s'améliore, c'est comme les liens des abonnements, je suis d'accord, comme les liens des abonnements sur les mails, les newsletters, maintenant c'est bon, les gens le font enfin correctement, ce qui était compliqué. Avant, je me souvenais, t'avais pas forcément de lien pour te désabonner en bas des mails, et quand tu en avais un, fallait que tu te logues ensuite, t'avais pas forcément ton login sous la main, donc tu te désabonnais pas, c'était un enfer. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne idée, parce qu'après les gens le mettaient directement en spam, et du coup, bah, t'y gagnes pas, quoi. T'y gagnes pas dans cette affaire-là. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, un truc intéressant. Firefox maintenant va supprimer les paramètres de tracking dès lors que vous êtes en paramètres avancés de sécurité, donc, enfin avancés de protection contre le tracking. Donc vous savez que Firefox a des mécanismes de réduction de tracking en général, et en plus il y a un mode un peu, on va dire, parano de réduction de tracking encore plus élevé. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui font ça. Mais dans les paramètres, vous avez une mécanique. Bah, attends, je vais regarder parce que peut-être que je l'ai moi facilement. Paramètres. Voilà, vie privée et sécurité. Moi, je suis en standard, mais il y a une version stricte, si vous voulez. Et si vous passez en version stricte, en version avancée, et ben en fait, maintenant, ils vont même carrément supprimer certains paramètres qui sont connus comme étant des paramètres de tracking, notamment FBCLID, mais je pense aussi des UTM ou d'autres trucs, quoi. Et ben voilà, donc ils vont aller jusque là, ils vont aller jusqu'à euh, supprimer des paramètres dans des URL. Donc ça va loin, hein, mais en même temps, pourquoi pas, quoi. Alors moi, je suis toujours un peu ambivalent avec ça. En même temps, oui, mais en même temps, ça fait vraiment ça va quand même très loin dans la suppression pour le tracking, et je pense qu'il y a vraiment un risque de faire de casser une fonctionnalité en passant, quoi. C'est pour ça que c'est bien que ce soit opt-in. Mais alors pas pour le tracking de Facebook, mais pour d'autres trucs, bon. Donc voilà. Ah oui, Google Cloud a aussi démarré une région France. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, donc vous savez, Google Cloud, si je vais sur Google Cloud plateforme, service de Google Cloud, normalement à un moment ils te mettent toute la liste des endroits dans lesquels ils sont. Je sais pas s'il y a un endroit où ils te le disent, genre on est partout dans le monde. Attendez, on est un peu sur le site de Google Cloud là. Infrastructure mondiale, voilà. Ils sont très fiers de dire qu'ils sont un peu partout dans le monde, super, voilà, incroyable. Mais ils ne me disent pas où, beaucoup ces couillons, c'est un peu dommage, non? Ah, les emplacements de Google Cloud, il y a littéralement un lien que j'ai pas vu. Ils sont dans plus de 200 pays. Voilà, Google n'arrive pas à faire des interfaces qui ressemblent à quelque chose. Scandale, remboursez Google.
Et donc ils sont très fiers d'arriver à Berlin, Dallas, en Arabie Saoudite, ok, au Qatar, Tel Aviv et Turin. Tu peux Street View le data center? Ah, je sais pas. Donc vous voyez, là, il y a plein d'endroits. Et donc ils ont rajouté très fièrement qu'ils ont une région à Paris. Sauf qu'en fait, ils l'ont lancé, mais en fait, ils n'ont pas de data center en propre à Paris pour Google Cloud. En fait, ils squattent, ils ont payé, hein, mais en colocation chez d'autres hébergeurs. Donc, étonnant quand même, nos serveurs sont installés en colocation chez plusieurs fournisseurs français, sans dire qui. Donc, quand ils sont à Paris, en fait, ils sont peut-être chez Scaleway, peut-être chez différents partenaires. Étonnant, non? Pourtant, on pourrait se dire Google quand même, voilà, mais apparemment, ça n'a pas été nécessaire pour eux. Enfin, en tout cas, ils ne pensaient pas que c'était nécessaire. Et ça concerne que Google Cloud, pas Workspace, Gmail, Google Drive, etc. Ah, c'est normal, nous dit Marcius, c'est normal et très courant pour les petites régions. Bah voilà. Donc Google considère que la France est une petite région. Voilà. Hein, ça fait des grands discours sur Google en France, mais on est une petite région. Voilà. Non, mais en fait, c'était marrant de voir une petite cérémonie d'ouverture de Cloud à Paris et tout, avec communiqué de presse et tout, alors que bon, au final, on a mis des serveurs chez les gens qui le font déjà. Bon, ça fait un peu sourire quand même, quoi. En même temps, à Paris même, il n'y a pas beaucoup de place pour les nouveaux data centers. Je pense pas que beaucoup de gens en auraient voulu d'être en région parisienne, hein. Quand tu dis à Paris, c'est pas choquant. Ils sont à Paris CEDEX, tu vois. Les paquets, tu sais que sur les paquets IP, tu peux écrire CEDEX, Paris, et en fait, ça va pas à Paris. Ça va. Ça marche. Le gros décès est en Belgique, ouais, tout à fait. Ouais, en Belgique, comme on le voit ici, dans cette visualisation pas du tout pixelisée, aux Pays-Bas, à Varsovie. Et donc à Berlin, il y a bientôt une région. Turin, il y a bientôt une région. Voilà, c'est une région, je crois qu'il n'y a pas assez de monde, je crois que c'est ça. Région à venir, avec 3 zones, c'est ça. Donc il y a bientôt à Turin, bientôt à Berlin. À Madrid, par contre, il y a déjà, à Milan et en Finlande. Donc voilà. Même si la mairie de Paris a son propre data center à Paris. Bah, c'est pas déconnant en vrai, hein, Jonathan, quand tu y penses. Hein. Enfin, je sais pas quoi en penser, quoi. Ah, j'aime beaucoup d'ailleurs qu'ils mettent plein de noms de villes et puis ils ont Iowa, quoi. La fameuse ville d'Iowa. Ah, Sao Paulo, Santiago. Bientôt donc à Tel Aviv, Adama Menadoa. Ouais, on comprend pourquoi ils veulent ouvrir des régions là, parce qu'il y a vraiment un vide, quoi. Et on notera qu'ils ont rien d'ailleurs en Afrique. Delhi, Mumbai, Hong Kong, Taïwan, Singapour, Jakarta, Sydney, Melbourne, Tokyo, Séoul et bientôt. Ah non, et Osaka aussi. J'allais dire bientôt parce que j'ai vu que le O et je pensais que c'était un rond. Donc voilà, donc ils ont quand même pas mal de trucs, quoi. Donc au Gabriel qui lui dit situation rigolote, flash news, un serveur OVH a cramé et au même moment Google Cloud France ne fonctionne plus. Alors je pense quand même que ils ont pas forcément choisi OVH et deux, je pense qu'ils font les choses relativement bien. Mais rien en Russie, oui je suis d'accord. Ah, c'est fou, Mopral, rien en Russie. Oh, étonnant. Donc voilà, bref, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Amazon Prime, on l'a vu. Ah oui, et donc cet article que je vous avoue, je n'ai pas lu, et je voulais lire avec vous pour voir à quel point c'était bullshit ou pas. Mais apparemment, il y a la DGSE, donc nos services secrets, qui imaginent ce que c'est qu'une cyberguerre dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Donc la DGSE imagine les cyberguerres du futur, de 2030 à 2060. Et je me suis dit que ça ferait un bon article de fin. Alors déjà, on note qu'il y a une sorte d'auréole au-dessus de Sébastien Gavois sur cet article, avec la disposition où c'est bizarre. Alors non, c'est juste une lumière, hein, je vous rassure. J'ai envie de voir ce que c'est tout ça. Mopral. Oui, bon, ils ont joué à Deus Ex. Bah alors on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et n'oubliez pas à vous abonner à Next Impact. Hein. Revenez au début du live si vous voulez en savoir plus. Mais voilà. Enfin du live. Du premier live, vu qu'on a été coupé au milieu à cause d'une sacrée coupure. Ouais, offre de poste, Dream Hacker, modélisateur 5D, rien que ça, dis donc. À quoi pourrait bien ressembler le monde numérique dans 10, 20 ou 40 ans? Difficile à dire, tant les évolutions et les découvertes sont rapides.
La DGSE se lance néanmoins dans un exercice d'anticipation. Sans attendre les prochaines décennies, la guerre se prépare aussi dans l'espace et au fond des océans. One Bugman, le hacker n'a pas de capuche, est-ce vraiment réaliste? J'avoue. Il y avait un article très intéressant d'ailleurs sur la représentation visuelle des hackers et à quel point c'est quasiment toujours des mecs, toujours en hoodie, toujours blanc. C'est un peu en mode genre, bizarre. Bizarre un peu. Nous vivons dans un monde toujours plus connecté, comme l'expliquait à juste titre Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, enfin la présidente de la Commission européenne plutôt, dans son discours sur l'état de l'Union en septembre dernier. Si tout est connecté, tout peut être piraté. Les pirates et les services de cybersécurité jouent au chat et à la souris depuis des années, et cela ne devrait pas se calmer à l'avenir, loin de là. S'il est impossible de savoir ce que nous réservent les prochaines décennies, la Direction générale de la sécurité extérieure a tenté une extrapolation. Rappel, la DGSE, ce sont les services secrets français, c'est la CIA française. Lors du salon Vivatech, oula, déjà compliqué quoi. Lors du salon Vivatech, elle exposait en effet de grandes fresques avec une vision de ce que pourrait être le futur de l'espionnage d'ici à 2060. Sur place, un des responsables du stand nous expliquait que c'est bien évidemment une fiction, mais que les éléments se basent autant que possible sur des situations actuelles. Ce n'est donc pas une fiction sans fondement, mais plutôt une projection. IA, hologramme, modélisateur 5D, cyber-ingérence. Ah oui, donc je pense que c'est peut-être une photo de ce qui était sur le stand. D'ici une dizaine d'années, l'intelligence artificielle devait prendre du galon dans les prochaines décennies, selon la Direction générale de la sécurité extérieure, ce qui ne surprendra personne. Ainsi, en 2029, les progrès de l'intelligence artificielle permettent de reconstituer sous forme d'hologramme les personnages historiques pour bénéficier de leurs conseils. Donc globalement, le successeur ou la successeuse de Emmanuel Macron pourra se faire conseiller par Napoléon. Par un Napoléon IA, quoi. Le truc pété, oui, je suis d'accord. Ça s'annonce très drôle. Je suis très content de cet article déjà. Rien que ça, déjà, ça me fait plaisir. La DGSE donne un exemple avec André Deswarvrin. Putain, j'ai du mal à le lire. Deswavrin. Allez, André Deswavrin, alias le colonel Passy, premier chef en 1942 du Bureau central de renseignement et d'action de la France libre, conseille un nouvel agent sur les leviers à mettre en œuvre pour recruter une source. À part le côté nostalgique, on a un peu du mal à voir l'intérêt stratégique. Je suis assez d'accord. Du côté des offres d'emploi, il pourrait être question à la même époque d'un modélisateur 5D. Son rôle serait de concevoir, programmer ou animer sous forme d'hologramme des personnalités existantes ou ayant existé pour appuyer les agents dans leur mission. On se trouve presque dans la même situation qu'avec le colonel Passy. L'intitulé du poste précise que, en vous appuyant sur des technologies d'intelligence artificielle facilitant le traitement des données non structurées, vous maîtrisez les techniques de traitement d'images dans les 5 dimensions. Pour cette mission, il faudra maîtriser le développement en Python et Cobalt. BL. Ah oui, Ardisson, je connais. En mars 2032, les élections présidentielles approchent en France et les services de cybersécurité sont à bloc. À force, la leçon a été retenue. Piratage des emails de Hillary Clinton en 2016, Macron Leaks en 2017, deepfakes de Joe Biden et de Donald Trump lors de la campagne de 2020. Les exemples sont nombreux. Et si la cyberguerre n'a pas eu lieu en Ukraine, la question a souvent été soulevée. One Bugman. 2032, il faudra toujours faire du Python, paye ton futur déprimant. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces événements, et d'autres qui arriveront sûrement dans les prochaines années, ont encouragé les Européens à muscler leurs moyens de défense et à renforcer la résilience des infrastructures et réseaux de communication. Au programme, lutte contre la cyberingérence, consistant à analyser des données disponibles sur les réseaux sociaux et détecter rapidement les robots et faux comptes, amélioration de la détection des attaques, etc.
Authentification dite comportementale chez Thales. Thales aussi s'est récemment lancé dans cet exercice d'anticipation et prévoit également un recours toujours plus important à l'intelligence artificielle, mais cette fois pour détecter des comportements inhabituels, signant l'avènement de ce qu'on appelle l'authentification dite comportementale et qui prend en compte dans le cas des utilisateurs humains la vitesse de frappe et le mouvement de la souris. J'ai l'impression que j'entends parler de l'analyse de la vitesse de frappe et le mouvement de la souris depuis à peu près 20 ans. Mais bon. Dans un autre sujet, la société anticipe qu'au début de la décennie 2030, la tâche des services de cybersécurité est devenue d'autant plus ardue qu'une part très importante des hackers dispose désormais de moyens inédits. Et pour cause, nombre d'entre eux sont mandatés par les services secrets et militaires. Les pirates amateurs, aussi appelés script kiddies, ne représentent plus qu'un danger anecdotique. Alors j'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas, mais bon. Ah, on va s'amuser. Cyberattaque dans le métavers en 2040. Le métavers. Attention, c'est le point métavers. En 2040, monde virtuel et monde physique se superposent. Les allers-retours entre ces deux environnements entrelacés complexifient les activités de renseignement qui s'exercent désormais dans ces deux univers. D'accord. Le métavers, terme utilisé par la DGSE, est également la cible de cyberattaques. Ils ont vu, comment ça s'appelle, Ready Player One et ils ont cru que c'était la réalité, quoi. Ils ont cru que c'était un documentaire. RD Network qui nous pose la question. Et du coup, il y aura des cyber-remaniements et des cyber-cybercafés. Moi, j'ai hâte des cyber-cybercafés. Moi, j'ai envie d'aller dans le Futuroscope, mais dans le métavers, mais 5 ans après son début. J'ai envie d'être dans le futur vieux Futuroscope dans le métavers. Là, on arrivera à un point, je pense, de singularité particulière. Il braque la caisse de l'espace de Carrefour dans le métavers. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Ah oui, Vulcania. Non mais arrête, BL. En 2051, par exemple, la DGSE empêche une tentative d'effacement entravée du jumeau numérique de la Tour Eiffel. Putain, mais arrêtez, quoi. Arrêtez. Ah, breaking news, hein, on notera. Breaking news. La Tour Eiffel numérique menacée. Quand on est à ce stade, pour justifier quand même ton boulot, c'est triste. Hein. Le passage de la barrière quantique. Ah, le quantique. Attention, attendez. Une révolution arrive en 2048 avec l'informatique quantique. Alors pour le coup, s'il y a bien un truc qui va arriver avec l'informatique quantique, c'est que ça sorte avant 2048. Mais bon. Il est désormais possible de communiquer de manière inviolable, indétectable et instantanée grâce aux émetteurs-récepteurs Q-Quantum. Il s'agit de casques utilisant des techniques de conduction osseuse, qui sont déjà une réalité depuis longtemps pour l'audio, pour les communications visuelles et sonores. Une révolution se base sur les travaux autour du passage de la barrière quantique, récompensé d'un prix Nobel en 2032. Détail intéressant, la DGSE estime donc qu'entre la théorie et la pratique il s'est écoulé plus de 15 ans, un détail qui paraît relativement long dans le monde en pleine expansion dans lequel nous vivons. Le quantique est aussi à l'honneur chez Thales, qui pense que les premiers ordinateurs pourraient apparaître dans le courant de la décennie. Des calculateurs sont déjà là, mais pas encore au point de surpasser les supercalculateurs traditionnels. Il s'agit de ce qu'on appelle la suprématie quantique, une barrière sujette à controverse. Une chose est sûre, on est à un point de bifurcation, comme l'affirmait Philippe Chomaz, directeur scientifique à la direction de la recherche fondamentale au CEA. Give us back la tour Eiffel, tout à fait, RD Network. Transmission osseuse pour une autre physique comme le son, ok, mais pour l'image, ça n'a juste aucun sens. Écoutez, c'est l'avenir, Flork. On est dans l'avenir du futur. Jonathan, en 2052, l'habillage des chaînes télé toujours aussi pété avec la 3D pourrie. Oui, j'ai vu le breaking news en 2052. Il fait mal. Hein. Les algorithmes post-quantiques sont déjà là depuis des années. Thales explique qu'il aura fallu mettre au point des algorithmes post-quantiques capables de résister aux attaques, semblant oublier que de tels algorithmes existent depuis des années et sont pour certains déjà testés depuis au moins 2016. En France, le gouvernement a récemment annoncé, dans le cadre du plan quantique, une enveloppe de 150 millions d'euros dédiée à la cryptographie post-quantique, tandis que le NIST, donc c'est le... Attendez, tiens, je vais aller chercher exactement quelle est la définition du NIST. Le National Institute of Standards and Technology, donc en gros l'AFNOR américaine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retournent en entendant ça, devrait prochainement valider des algorithmes.
La société ajoute, à juste titre cette fois, que le quantique aura aussi permis de développer de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de chiffrement plus robustes que jamais, capables de sécuriser les protocoles de communication avec des échanges de clés quantiques. Avec un avantage de taille, qui est celui de savoir si une tierce partie, un hacker, a inspecté la clé échangée, auquel cas ce dernier aurait automatiquement modifié l'état quantique des particules véhiculant cette clé. Rappelons que le chiffrement infaillible existe depuis des dizaines d'années déjà, mais qui n'est pas simple à mettre en place. Quant à l'échange quantique de clés, c'est également une réalité depuis un moment déjà, mais cette technique n'a pour l'instant rien à voir avec l'ordinateur quantique, précisait l'ANSI. Ouh là là, regardez ça. Ouh là là. Ah, pour le coup, on a un peu de diversité, ça fait du bien. Ouh là là. Casque NeuroShield obligatoire pour les agents en 2062. Alors, on commence à aller loin. La surveillance de masse est aussi de la partie, avec un horizon très lointain en 2062. La surveillance est omniprésente dans les mégapoles du globe, où les habitants sont épiés et scannés de toutes parts. Un agent a rendez-vous avec une source pour recueillir des infos. Sur leur passage, des technologies d'identification automatique analysent en temps réel leur profil, explique la DGSE. D'ailleurs, la Direction Générale en profite pour publier une note de service confidentielle de cette même année. Tous nos agents en mission doivent désormais utiliser le casque NeuroShield pour se protéger, en dehors des états de veille, des techniques de dream hacking. La puce RVS 4.0, juste arrêtez de créer des faux noms, quoi, c'est juste ridicule, reste obligatoire pour leurrer les capteurs urbains de type body fingerprinting et scan ADN. On n'est pas loin du film Inception sur certains aspects. Enfin, terminons avec une offre d'emploi en CDI en 2062. Au sein de la cellule Full Environment en charge de la miniaturisation des outils électroniques et du développement des technologies liées à la Smart City, en lien avec l'accroissement des technologies offertes par la 7G, le Dream Hacker aura la responsabilité d'assurer un environnement transparent aux agents dans les pays ou organisations au sein desquels nous intervenons. Passionné par la technologie, les neurosciences et la biologie, vous serez amené à développer de nouveaux outils d'obfuscation permettant à des personnes d'agir dans un cadre urbain à l'étranger en limitant les risques liés à l'environnement technologie multicapteur. Incroyable. Alors qu'est-ce que vous dites ? Des algorithmes post-quantiques puis des attaques post-post-quantiques. 2040, un Rubik's Cube et un Sweet 42. Oui, je ne sais pas. Des casques quasi incassables qui sponsorisent des youtubeurs dans le métavers BronoShield. Salut, alors je suis sponsorisé par NeuroShield. 2050, on peut enfin se désabonner du monde en moins de 3 clics. 2075, toujours pas de réseau dans le réseau du métro parisien. Ah, en plus, le pire, c'est que maintenant ça marche. Hein. On fait cette vanne, mais les CDI en 2060, ils sont optimistes. Non, mais surtout, je trouve ça terrible de dire, genre, bah, c'est la 7G en 2062. Pourquoi il y aurait que 2G de différence en 40 ans ? Smart City, en 2000 on parlait déjà de la Smart City, on se foutait déjà de sa gueule, donc globalement je pense que la Smart City, je pense que c'est des easter eggs qui sont faits par les gens qui écrivent ces trucs là, c'est qu'ils écrivent des trucs dont on sait tous que c'est de la merde, notamment la Smart City. Je vous rappelle qu'on parle de Smart City effectivement depuis 20 ans et que ça ne sert à rien. Salut Darid. En fait la Smart City c'est juste mettre des capteurs dans les coins, quoi. Calmez-vous. S'il est compliqué de se prononcer sur les aspects technologiques et neurosciences, la DGSE n'est guère optimiste sur les réseaux de télécommunications mobiles. La 5G est une réalité depuis plus d'1 an en France et la 6G se prépare déjà activement dans plusieurs laboratoires. Elle devrait se déployer à l'horizon 2030. Si la courbe reste la même, la 7G pourrait pointer le bout de saison en 2040, la 8G en 2050. On pourrait dire donc qu'on pourrait être à la 9G en 2060. Depuis quelques années déjà, l'espace est un terrain de jeu important pour l'espionnage, avec des satellites qui viennent rendre visite à d'autres. Certains pays montrent aussi les muscles en détruisant depuis le sol un de leurs anciens satellites sous la forme d'un avertissement à peine déguisé aux autres pays. On sait le faire. Cela n'est pas sans conséquence sur les débris spatiaux. En février dernier, Florence Parly, alors ministre des Armées, expliquait que les fonds marins sont donc un nouveau terrain de rapport de force qu'il nous faut maîtriser pour être prêt à agir, à se défendre et, le cas échéant, à prendre l'initiative ou du moins à répliquer. Et pour cause, on y trouve les câbles permettant d'assurer les liaisons entre les continents. Elle citait un exemple. L'été dernier, nous avons suivi à nouveau un navire océanographique d'une grande puissance militaire mondiale au large de l'Irlande, alors qu'il opérait à proximité des câbles qui relient l'Europe aux États-Unis. Ce n'était pas la première fois et ce ne sera sans doute pas la dernière. Là encore, rien de neuf, puisque de tels agissements ont été remontés publiquement il y a plusieurs années déjà.
Ça me semble déjà beaucoup plus pertinent de la part de la DGSE. Genre, déjà occupez-vous de sécuriser les câbles, les satellites, avant d'être. On va être au milieu du métavers de vos neurones. Ouais, calmez-vous. Hein. Ah, et BL nous recommande une émission de Radio France. Euh, attendez, il faut que je glisse des pauses. Qui s'appelle La cyberguerre n'aura pas lieu, dans le code à changer de Xavier Porte, pour expliquer que, en fait, calmez-vous, quoi. Et on peut évidemment retrouver ça sur l'application Radio France, recommandée par BL et Usul. Ah, et c'est Flore, pardon, qui recommandait. Effectivement, tu as raison, BL. Je me perds de réponse. Xavier Delaporte a reçu le colonel Bertrand Boyer dans son podcast Le Code a changé pour un épisode de La cyberguerre n'aura pas lieu. Comme d'hab, c'était passionnant. Oui, ça, je veux bien croire, pour le coup. Et sans doute un peu plus pertinent que ce que peut raconter la DGSE à Vivatech. Ah, alors que Noco adresse directement ses demandes de modification auprès de BL. Le circuit court. On me signale que Jean-Yves Le Drian sera ministre de la cyberguerre pendant 3 décennies. J'avoue. Mais Jean-Yves Le Drian est-il vraiment un humain ou un robot? Parce qu'il commence à être là depuis longtemps. Comme d'habitude, on va faire comme hier soir. Âge Jean-Yves Le Drian. Et bam, 75 ans. Allez 75 ans. Hein. 75 ans et ministre il y a encore pas si longtemps, quoi. C'est fou. Eh ben, messieurs, dames, pas mal, hein, quand même, tout ça. Et donc, je vous rappelle, parce que j'en ai encore un peu pas mal cité, Next Impact est dans la merde. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez faire un don à Next Impact et que vous avez 60 € de réduction, donc 66 € pardon, de réduction d'impôt si vous le faites. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Je me permets de vous rappeler également à ceux qui me regardent en replay que tous les liens sont dans la description et que ça me prend bien assez de temps à faire d'ailleurs. Et que, évidemment, si vous me regardez en direct, le replay sera disponible dès demain sur lundi.dev. Lundi.dev, on n'en parle pas assez. Un petit site très sympa pour retrouver tout ce qu'on a fait depuis maintenant un mois. D'ailleurs, je me permets de vous remercier parce que c'est grâce au fait que vous soyez là depuis un mois et demi maintenant, tous les lundis matins, que déjà, je me lève le lundi matin. À une seule exception, je me suis levé tous les lundis matins pour faire ça, donc ça c'est très chouette. Et qu'aussi, on lit des trucs et on apprend des trucs. Et ça me fait plaisir de savoir que... vous faites des vannes qui me font rire. Que aussi vous soyez informés et que vous découvriez des trucs. Moi, ça me fait vraiment plaisir que de pouvoir partager un peu ce goût pour l'actualité dev et tech. Comme vous avez vu, on parle un peu de dev. Alors, un peu moins de dev ces derniers temps, parce que je vous dis, j'ai pas vu trop de nouvelles intéressantes. Je me base beaucoup sur ce qui remonte, notamment sur Hacker News, parce que Hacker News a plein de problèmes, mais au moins, ça fait quand même remonter normalement les nouvelles versions, des grosses... des trucs, enfin des différents langages ou des différents frameworks et tout. Et là, j'ai pas vu grand chose d'intéressant à vous raconter. Mais je vous parle aussi un peu de l'environnement juridique, éthique, etc., du monde du dev, pour que vous soyez des développeurs, techniciennes d'ailleurs, ingénieurs et ingénieureux, les plus éclairés pour faire le mieux votre boulot et votre passion, parce que c'est important. Valarocard qui nous dit que dans son domaine, c'est donc tombé la semaine dernière, donc c'est que je l'ai pas vu. Licenciement en masse chez Unity. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de licenciements ces derniers temps, et notamment chez Unity. Tu as raison. Mais je l'ai vu passer pour le coup. C'est dommage que j'en ai pas parlé. Enfin, que je l'ai pas gardé dans le coin. Et n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez être au courant. Attendez, c'est layoffs. Voilà, layoffs.fyi. Et non pas la layoffs.fyi qui récapitule les, euh, tous les licenciements avec la taille que c'est, etc., du nombre de personnes. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute une certaine entreprise à un moment, mais bon. Euh, je parle évidemment de mon ancien employeur Fretlink, mais j'en suis parti avant, mais apparemment, apparemment c'est public, Fretlink a fait faillite, donc voilà. Il se trouve que vous pouvez trouver tout ce qui s'est passé comme licenciement de masse, enfin plans sociaux, directement sur layoffs.fyi. Ce qui est à la fois cool et en plus ça permet à d'autres entreprises qui recrutent d'aller directement chercher dans tous ces gens-là qui sont layoff pour trouver des gens intéressants. Et alors oui, mais c'est top 13, mais c'est pas, c'est dans l'ordre
C'est pas dans la quantité, hein. C'est dans le. C'est un. J'arrive pas à dire les mots en ce moment. C'est dans l'ordre antichronologique. Voilà. Donc c'est les plus récents. Si je regarde par quantité, euh, les plus gros c'est Getir à Istanbul. Booking.com, putain, Booking.com 4375, c'est énorme. 2 vagues de licenciement chez Uber à 10 jours d'intervalle. Better.com, je connais pas. Groupon, 2800 personnes. C'est énorme hein, quand même, hein. C'est des gros licenciements. Après, c'est des grosses boîtes aussi, hein, mais 1900 personnes chez Airbnb. Le mois de mai, ça a été quelque chose, hein. Attends, non, parce que c'est écrit dans quel sens? Non, c'est les dates dans un sens pertinent. Pas... Oui, c'est les dates dans un sens pertinent. Euh, hmm, Instacart, ByteDance, donc en Chine et en Inde. Stitch. En Europe, on est relativement protégé, j'ai l'impression quand même. Enfin bon, il y a Amsterdam qui est quasiment tout en haut, quoi. Mais et Getir, c'est turc, quoi. Livraison de courses, tout à fait. C'est correspond aux visites d'Élise Lucet dans l'entreprise. Bonjour Élise Lucet, France 2. Ouais, Booking très très fort, hein. Énorme. Hein. Et je regarde la source. Restructuring will spare his workforce. Bah, 25%. 25% de. 25%, quoi. Waouh, c'est énorme. C'est vraiment très très gros, hein. On n'en parle pas assez, je trouve. Effectivement, il faut que j'en parle plus souvent du côté social du développement. Historiquement, on est un marché de l'emploi qui est relativement sain, on va dire, sauf dans le monde du développement de jeux vidéo et dans deux trois autres trucs, mais globalement ça se passe plutôt bien. Alors Jonathan a raison, il y a moins de grosses boîtes de dev aussi, hein, faut dire en Europe, mais ouais, c'est assez cash. Et aussi il y a une vieille technique un peu pétée qui existe aussi aux États-Unis, qui est on va virer 20% des gens. Alors je dis pas que ça existe pas en Europe, hein, mais aux États-Unis ça a l'air d'être un truc assez courant de dire on va faire des coupes un peu arbitraires en termes de quantité et on demande à chacune des équipes de trouver les gens à virer à chaque fois, etc. Et c'est pas forcément lié à des performances enfin c'est vraiment lié à des ouais Tesla, mais c'est encore un autre délire apparemment Tesla parce que c'est potentiellement des gens qui passaient leur journée à dire ceci est une ceci est un camion, ceci est une voiture, et donc j'ai vu un commentaire qui a l'air d'être assez bien renseigné de dire oh non mais en fait enfin faut pas forcément énormément l'intérêt. Est-ce que tu habites sur Messin? Non, je n'habite pas sur Messin. Salut Lucio. J'habite à Paris. C'est intéressant, je trouve, de voir que, ouais, aux États-Unis, ils ont vraiment des mécaniques qui sont un peu arbitraires. Et ce qui est pas très malin, c'est faut pas oublier que ben, il y a beaucoup de gens très pertinents dans les boîtes qui profitent justement des vagues pour s'en aller au même moment. Et donc, c'est difficile de faire un licenciement bien. Enfin, il n'y a pas de bonne manière de licencier, donc c'est très compliqué, quoi. Ah, c'est drôle, Lucio. Drôle. Hein? Salut. Eh ben, salut, hein. Ciao. Euh, Malheureusement, je pense que Reworld Media va se retrouver dans le classement. Bah, oui, mais c'est pas des devs, donc ça marche pas. Euh, donc ouais, non, on n'est pas vraiment sur on n'est pas vraiment sur du dev, donc ça marche pas sur layoffs.fyi. FYI, c'est des entreprises de la tech. Tous les gens qui partent sont pas forcément des développeurs. Il faut avoir ça en tête, hein. Tous les gens qui partent sont pas forcément des développeurs ou des gens liés à la technique. Souvent, ceux qui prennent cher aussi, c'est les équipes support, dans le sens support client, qui aussi souffrent beaucoup hein, de ce genre de choses, parce que c'est plus facile à justifier auprès de certains tiers. Mais je trouve ça vite terrible. Donc voilà. Sur ces excellents côtés très positifs, non, pardon, je suis allé trop vite. Je vais vous dire à très bientôt. C'est très cool qu'on se voit ce matin. Je vous l'ai dit 15 fois. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout ça dès demain sur lundi.dev. On se retrouve lundi prochain et on se retrouve avant pour du dev durant la semaine, puisque j'en fais au moins à peu près une session par semaine normalement. J'ai plein d'idées de trucs chouettes que j'ai envie de faire, donc voilà. Bah merci. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ça a du sens à des potes, etc. qui sont devs et qui pourraient être intéressés parce que ben, cette chaîne va ne progresser que par le bouche à oreille et par
de temps en temps les chances de l'algorithme Twitch, mais globalement voilà, donc n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit, et plus on a potentiellement d'interventions intéressantes de gens qui peuvent être pertinents. Donc c'est toujours chouette. Et puis voilà, et on se retrouve donc durant la semaine. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon appétit. Et comme d'habitude, je vous envoie sur la chaîne de Canard PC, puisque comme vous le savez, j'aime beaucoup raider Canard PC. À très vite tout le monde. Ciao ciao ciao. À bientôt.